Vendredi 12 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie de nos collaborateurs discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est le champion de F2000 et quand il n'est pas dans une radicale à Trois-Rivières, il se promène crinière au vent dans une Ferrari à Tremblant. Comment ça va, Jean-Christophe Tran? Belle manière de l'écrire, ça va super bien. J'espère que vous aussi, les gars, on a un autre merveilleux programme aujourd'hui pour les auditeurs. Donc, bien content de pouvoir commencer. Ben oui, content de t'entendre. Tu sonnes comme une tonne de briques en plus. Là. J'entends déjà le monde dire Hey, on l'a jamais aussi bien entendu, notre Jean-Christophe. Là. Ça fait bien, c'est le fun de t'entendre comme ça, mais c'est pas de ta faute. T'es sur la route souvent, on te prend à court des fois entre un circuit puis un autre. Fait que ben là, aujourd'hui, bien content de t'avoir avec nous, qu'on puisse bien t'entendre, entendre tes commentaires. Et un autre qu'on entend toujours très bien, vous pouvez l'entendre aussi. Les vendredis avec nous, il fait les épisodes Votre Guide. Il est aussi un pilote, mais lui, il n'y a pas de crinière au vent parce qu'il n'y a pas de vent Ah, dans ses simulateurs. Et je pense qu'il n'y a pas ben les j'ai pas de cheveux. crinière, non. Il n'y a pas de crinière. C'est ça. Il manque le vent, il manque la crinière. François Goulet, comment ça va? Ben, ça va très bien. En passant, j'ai tous mes cheveux sont juste extrêmement courts. Puis voilà, puis j'ai bien hâte parce qu'on est dans une période quand même achalandée, même si on est en deux courses, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Saison de la GTRLQ recommence. Puis tu vas pouvoir me représenter comme pilote de division élite parce ils m'ont retransbahuté en division élite. Donc je suis assez content de ça. Donc je voulais le souligner. Ben, félicitations, on est content pour Merci. toi aussi. Puis, mais je le savais pas encore, j'avais pas eu la nouvelle. Fait que Non, non, c'est je un te scoop, l'annonce c'est un scoop, primeur. Ouais, un scoop primeur. primeur. Il est redevenu un pilote élite. Je commençais juste à m'habituer à dire pro élite, mais là, ils t'ont changé. Mais c'est correct, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Et l'autre collaborateur qui est avec nous aujourd'hui, on est content de l'accueillir à nouveau. Il fait maintenant partie de la famille du F1 Podcast. Il fait partie aussi de notre division d'auteurs. Hein. Bien sûr, on a Kevin Fontaine, mais aujourd'hui, l'autre auteur qui est avec nous, c'est celui qui a écrit le livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachand, Simon avec un S, comment ça va? Très bien, vous, Ben, je vais très, très bien, mais tu me Merveilleux. dis pas vous, j'espère que je parle à la gang. La à tout le gang. monde en même temps. Il dit, hey, moi, le pogné, il me vieillit à tous les podcasts, moi, l'appelez vous, c'est lui qui va avoir l'air il va avoir l'air plus vieux que moi. Je pensais que c'est ça que tu voulais faire, hein, Simon? Ouais, j'y vais subtilement. Probablement qu'après 10-15 épisodes, là, tu vas avoir des cheveux gris. Non, non, tu me causes pas trop de problèmes à date, ça va bien. On a des bons collaborateurs. Ça se porte bien. Puis là qu'on sait que François a tous ses cheveux, ben là, tu sais, on est encore plus rassurés. Ouais, ils sont tous Ah. là. On en sait des affaires sur François. Il a tous ses cheveux, il dort pas avec sa montre. On apprend à le découvrir cette saison. On est dans les révélations depuis le début de la saison. Révélation, les gars, ça a sorti sur notre page Facebook cette semaine et ça sortira dans tous les autres réseaux sociaux dans les prochains jours. Bien sûr, j'étire ça un petit peu, là, j'ai été occupé de mon côté. Mais une belle nouvelle pour le F1 Podcast, c'est un nouveau partenaire. Il y a deux partenaires, à vrai dire. C'est Sharp qui est distribué ici au Québec par Norwa CVC. Ils ont décidé d'embarquer dans l'aventure du F1 podcast. Et pour les gens qui ne les connaissent pas, eh bien, Sharp, bien sûr, c'est une compagnie de renommée internationale qui aime ça pousser les limites et réinventer les produits. Et dans le système de la climatisation et du chauffage, eh bien, ce qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de vous offrir la meilleure subvention du gouvernement. Ils sont des leaders en économie d'énergie et en performance. Pour moi, c'est une association qui va très, très bien avec la Formule 1 lorsqu'on parle non seulement d'économie d'énergie, de performance, et leur distributeur Norwa CVC que je nommais, eux vous offrent un service 5 étoiles. Donc, c'est eux qui vous fournissent le soutien, l'expertise et les suivis après ça, après la vente. Donc, si vous avez besoin, là, les thermopompes, bien, malheureusement, on va être obligé de s'en servir bientôt, là, ça va arriver. Là, j'arrête pas de parler de l'hiver arrive. Le monde va dire, hey, c'est fatigant d'écouter ce podcast-là, il arrête pas de parler de la neige. Mais oui, le froid va arriver, à un moment donné, ça va nous prendre. Puis là, c'est le temps de passer au thermopompe. Ou ceux qui ont encore chaud, là, ceux que peut-être l'été des Indiens qu'on va avoir, ou ces choses-là, ben, les airs climatisés, ben, vous
pouvez communiquer avec eux aussi. Donc, Sharp par Norwa CVC, c'est un nouveau partenariat avec le F1 Podcast. Et bien sûr, on n'oublie pas nos amis de Decker Incorporé, des spécialistes dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une ou en réparer une ou en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. C'est les experts de Decker Incorporé qui vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Aujourd'hui, les gars, je vous prends pas de cours. On va parler de couleur orange papaye, mais on parlera pas de ça tout de suite parce que j'ai décidé de reporter ça un peu plus tard dans l'épisode. C'est le sujet qui a retenu l'attention. J'ai été moi-même surpris au début, après la course, ça a fait controverse, puis après ça, ça a resté quand même cette semaine. On a demandé à nos auditeurs de participer, de se prononcer sur le sujet, et on va en venir un peu plus tard avec les commentaires des auditeurs et bien sûr, vos positions à vous. On a deux pilotes. Bien hâte de savoir comment vous avez vécu ça et si jamais vous auriez remis votre position comme ou donné votre position comme Piastri a fait. Et bien hâte de voir aussi avec Simon Bachand, qui en a vu d'autres aussi dans ce sport-là. Et on va peut-être peut-être nous aider à voir qui dans le sport, là, c'est sûr que on le sait pas, on n'a pas la réponse concrète, même si certains ex-pilotes sont prononcés, mais qui dans le sport aurait fait comme Piastri, aurait donné cette position-là. Mais avant qu'on se lance dans ce sujet-là, je voulais adresser tout d'abord, pour débuter l'épisode, c'est les pénalités. Je trouve que dans les 2 dernières semaines, plus précisément les 2 derniers Grands Prix, on a eu tu sais, Constance et FIA, ça rime pas ensemble, là, dans tous les sens, là, que ça rime pas ensemble. Puis là, je trouve que depuis le début de la saison, on avait un semblant de constance. Du moins que on était quand même capable de dire avant que la décision soit prise qu'il y aurait pénalité ou il n'y en aurait pas. J'étais content. On l'a déjà mentionné une couple de fois au podcast de dire lorsqu'ils font quelque chose de bien, il faut le dire. Sauf que depuis les 2 derniers Grands Prix, si quelqu'un m'avait dit, bien, les commissaires étaient pas là, puis le directeur de course, on les a remplacés, puis on a pris quelqu'un qui n'a pas d'expérience en course automobile, mais j'aurais pas de misère à y croire parce qu'il y a eu des décisions qui sont bizarres. Ou si quelqu'un m'avait dit, bon, on a changé le livre des règlements, puis on vous l'a pas dit, ben ça aussi, j'aurais pas de misère à le croire. Plus précisément, le dossier Saints aux Pays-Bas. Ça a été Carlos Sainz aux dépens de Liam Lawson. Il y a eu une pénalité de 10 secondes. Williams ne l'a pas aimé du tout. On a contesté la décision. On ne l'a pas contesté en pensant avoir gain de cause, parce que c'est très, très rare que ça arrive pour ne dire que ça arrive jamais, plutôt. Mais on le fait plutôt pour attirer l'attention sur ce geste-là. Je vais commencer par on va y aller étape par étape, mais oui, il y a ce 10 secondes-là qui a été étrange pour ma part à moi. J'ai hâte de vous entendre. Il y a eu Berman sur Saints, encore Saints qui est mêlé à ça. 10 secondes, ça a été en Italie en fin de semaine. Et il y a aussi le dossier Antonelli au départ de Albon. Ça a été 5 secondes. Mais si on commence là du côté de Saints Lawson, je débute avec toi, Jean-Christophe. Dans cette situation-là, tu m'en as déjà parlé, lorsque tu es à l'extérieur et que tu essaies de faire un dépassement, pour toi, dans ta perception, tu n'es pas en contrôle de la situation et tu es un peu au dépourvu de ce que l'autre va décider de faire, dont tu dois t'ajuster. Comment tu as trouvé cette situation-là, toi, aux Pays-Bas, il y a 2 semaines? Extrêmement surprenante sur le coup à l'avoir regardé. J'ai même pas eu d'après-pensée de potentiellement une pénalité qui va arriver pour Sainz. J'ai vraiment juste filtré ça vers vers mes arrière-pensées. Et là, la surprise est venue après ça, mais c'est vraiment surprenant parce qu'on a déjà discuté à maintes reprises. La règle, et les pilotes le savent tous entre eux, si tu n'es pas au moins côte à côte, roue à roue, et peut-être même une demi-largeur de roue à l'arrière, tu n'existes pas. Tu ne fais pas partie de la dynamique de poursuite de la sortie de la courbe. Tu n'existes pas. Et donc, tu vas aller à l'extérieur à tes risques et périls, et souvent aux risques et périls des deux pilotes impliqués. Et là, d'avoir une pénalité là-dessus parce que Lawson a décidé de se ranger sur Sainz et Sainz prenait. En fait, non, c'est ça, ça fait aucun sens. Donc, je ne vois pas le pourquoi du comment il y a une pénalité sur Sainz alors que il était quand même là, là. Et Lawson a décidé de purement le pousser. C'est clair que Lawson l'a vu. Et ça m'a surpris de voir que Sainz était celui qui a coupé la pénalité. S'il y en avait un qui avait la pénalité, c'était certainement Lawson. C'est ce que je m'étais dit sur le coup. Donc, et pour les autres aussi, c'est un peu le même discours où est-ce que les règles d'engagement sont pas super claires parce qu'on n'a pas de constance avec ce qui est arrivé en Italie lorsque Behrman était à l'intérieur. C'est Behrman qui a eu la pénalité ce coup-ci. On sait que c'est à l'intérieur, extérieur, c'est pas exactement comparable égal à égal, mais c'est quand est-ce qu'un pilote mérite sa place
pas totalement côte à côte. Est-ce que c'est quand elle est à l'intérieur? Est-ce que c'est quand il est à l'extérieur? Donc, d'où là vient une drôle d'inconstance de la part de la FIA que je ne comprends pas, franchement. Et même affaire avec Antonelli et Albon. C'est vraiment sans queue ni tête. Ben moi, comme tu le dis, c'est du cas par cas. C'est trois situations qui sont différentes, mais c'est le même livre de règlement. On n'est pas supposé de le changer. Et comme tu dis, être à l'extérieur, lorsque tu tentes de faire le dépassement comme Sainz le faisait sur Lawson, tu as raison, il y a eu on l'a vu avec l'angle de caméra qui regarde vers sa gauche, mais en même temps, il reçoit comme l'air sale, il y a une perte d'appui qui se fait, il y a une perte de contrôle, il va avoir un survirage, puis on le voit, il essaie de rattraper la voiture. Donc, pour moi, à ce moment-là, je me dis, si on doit choisir quelqu'un qui est en tort, c'est le gars qui n'est pas en contrôle de sa voiture lorsqu'il arrive, mais aussi lorsqu'il se présente dans un virage. Même si c'était sa position à lui, c'était à lui de la défendre et c'est Sainz qui voulait lui prendre. Il faut quand même que tu sois en contrôle de ta voiture. C'est ce qu'on dit là, dans le livre de règlement. Là. C'est pas moi qui l'invente. J'essaie de me fier à ce qu'on nous fournit. De l'autre côté, comme tu dis, Berman, il est à l'intérieur. Sainz arrive pour le dépasser. Et puis là, c'est comme si tout d'un coup, Berman aurait dû se compter pour battu Ouais. immédiatement et se volatiliser, disparaître de cet endroit-là, ce qui est pas possible. Ça se fait pas comme ça. Donc, Sainz, pour moi, devait lui donner de la place intérieure. Tu as vu ça de la même situation. Je me tourne du côté de François. François, je sais que tu as une, t'as une belle philosophie de course. C'est peut-être pas la philosophie des Max Verstappen puis des Michael Schumacher, mais toi, tu es un gars qui aime laisser de l'espace. T'aimes ça, puis on s'entend, là, c'est tout à ton honneur, puis c'est dans les compétitions que tu fais. Tu aimes ça quand même concéder de l'espace, te battre voiture à voiture, roue contre roue. Donc, j'imagine que ce genre de situation-là, toi, ça te déplaît toujours lorsque tu vois un pilote à l'extérieur qui ne se fait pas donner son espace. As-tu été surpris de voir que Sainz a eu un 10 secondes de pénalité? Tu m'en avais déjà parlé, mais si on va du côté de Berman aujourd'hui, là, c'est la plus récente que tu n'as pas eu la chance de te prononcer, Berman, Sainz au dépend de Berman, c'est Berman qui reçoit un 10 secondes. Comment tu as trouvé ça, ce côté-là? Ça, j'ai trouvé que ça faisait totalement aucun sens parce que vraiment l'instigateur du contact là-dedans était Sainz qui a tourné comme si justement, vous l'avez dit, Berman n'était plus là. Dire c'est bien beau essayer un dépassement vers l'extérieur, surtout à cette courbe-là. Moi, dans le meilleur des mondes, je me serais attendu à quelque chose qui ressemblait un peu à la Piastri Norris l'année d'avant, au Mhm. même virage. Tu sais, c'est sûr, c'était le premier tour, mais néanmoins, tu dépasses vers l'extérieur, faut il aurait pu garder la ligne extérieure. Il aurait eu l'intérieur au prochain virage avec plus de momentum. C'est l'impression que j'ai. Puis en même temps, il prend un risque énorme de faire un accident, ce qui est arrivé. Donc, je ne sais pas ce qu'il pensait Carlos Sainz à ce moment-là, mais c'est sûr que Berman, il pèsera pas sur les freins pour arriver à un arrêt complet. Lorsqu'il a entamé son freinage, Berman, pour prendre la courbe où il était, il s'attend, tu sais, il prend son freinage pour maximiser sa vitesse avec la ligne de course qu'il va avoir à ce moment-là. Il est probablement trop tard pour pouvoir faire un arrêt complet de toute façon. Puis j'ai jamais vraiment vu ça, là, à part vraiment dans des situations très, très rares qu'un pilote arrête sa voiture quasiment au complet pour éviter un contact comme ça. C'est certain qu'il a été extrêmement surpris. Puis d'ailleurs qu'il a eu la pénalité. Ça, c'est incroyable. Même après la course, c'était Nico Rosberg puis Jamie Chadwick qui les deux étaient d'accord que c'était Sainz le responsable de ce contact-là. Alors, non, pas du tout d'accord avec la décision des commissaires. De ton côté, Simon, est-ce que je me trompe de dire qu'il y a eu un manque de constance dans les dernières semaines? Alors, as-tu eu la même perception, toi, que c'est un peu plus dur lorsqu'on regarde les courses? Je te donnais l'explication cet après-midi, ben, on jasait de ça. Je te dis, t'essayes d'expliquer la course à quelqu'un qui connaît pas ça, puis ben, tu peux te faire un peu prendre à avoir l'air de pas connaître ça toi aussi, parce que tu essayes d'expliquer la situation, mais on sait pas de quel côté la FIA va danser ou sur quel pied elle va danser, là. Ouais, c'est difficile à suivre. Puis la constance, malheureusement, est néfaste. J'ai l'impression qu'on se sent obligé de donner des pénalités là, par les temps qui courent, alors que c'est pas nécessairement le cas. Si on revient sur l'incident Berman contre Saints, moi, personnellement, je l'aurais mis incident de course, mais je suis pas Mhm. mal d'accord avec ce que les autres ont dit, dans le sens que s'il y a quelqu'un à pénaliser dans ce cas-là, c'était plus Saints que Berman, d'autant plus qu'il allait avoir l'intérieur à la courbe tout de suite après, parce que c'était dans un S. En plus de l'intérieur dans les deux Lesmo. Donc, était où l'urgence d'aller couper Berman? Ça, je l'ai pas compris. Puis c'est lui qui dépasse. Donc, une certaine responsabilité aussi, j'imagine. Puis les gars, contredisez-moi si j'ai pas raison, mais la personne qui dépasse, à quelque part, doit trouver le moyen de placer sa voiture à l'avant sans nécessairement envoyer l'autre dans le décor, là. Je pense que
On est faire Non, d'accord. la Moi, je suis ça, d'accord base. avec ça. C'est il ça. Donc, n'était tu pas sais, il y a une complété. responsabilité. Là, j'ai pas compris pourquoi on a mis ça sur les épaules de Berman. Ça, pour moi, de la misère à suivre. Puis, par rapport à Larson Saints, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous autres. C'est Larson qui aurait dû être pénalisé. Et dans ce cas-ci, j'aurais même dit que c'était arrêté légitime. Tu n'aurais pas nécessairement classé ça incident de course. Larson, même si c'est pas de sa faute, il a perdu le contrôle, il reste qu'il s'est rabattu sur Sainz, qui était placé à l'extérieur, dans l'espoir d'aller chercher l'intérieur à la courbe suivante. Donc, si on enlève ces possibilités de dépasser là par l'extérieur, ça va nous enlever beaucoup de spectacles. Ben exactement, venons-en au spectacle parce que Mhm. t'emmènes un très très bon point. Moi, ce qui me dérange, puis justement, JC, tu vas pouvoir poursuivre là-dessus, c'est que vous avez dans une voiture, peu importe à quelle vitesse que vous allez, que ce soit que tu fasses des Ferrari, de la F1600 ou même ceux qui courent en Nissan Sentra, on vous demande de prendre des décisions de façon très rapide. Nous, à la télévision, c'est facile de faire les gérants de sofa puis de dire, ah, mais moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Mais on vous demande de saisir des informations, de les analyser et de prendre une décision dans une fraction de seconde. En Formule 1, on enlève encore plus ce temps de réaction-là et on doit se fier à nos instincts. Moi, ce qui me dérange, et Simon l'apporte pour le spectacle, toutes ces Mhm. choses-là, c'est qu'on a beau investir des millions de dollars ou des dizaines de millions ou des centaines de millions, mettez-les comme vous voulez, on essaie de changer les règlements. On repense l'année prochaine d'avoir des voitures qui vont ouvrir de partout. L'aileron va bouger, l'aileron en arrière, l'aileron en avant. Tout ça pour espérer créer plus de dépassements, créer des courses plus excitantes. Puis de l'autre côté, on se tire un peu dans le pied en créant, en forçant nos pilotes à se remettre en question constamment. Oh, je peux-tu y aller? Je peux-tu faire ça? Je peux-tu aller à gauche? Je trouve que Simon l'apporte bien le point. On n'est pas obligé de pénaliser tous les gestes. On l'a vu en fin de semaine, on a donné un avertissement à Saints. Ça, c'est bizarre en pleine course. Mais toi, de ton côté, JC, est-ce que ça te dérange si on te demande de trop réfléchir dans une voiture? Puis je le sais qu'il y a une partie, là, Helmut Marko l'a déjà dit, en course automobile, ta tête, c'est pas juste pour tenir un casque. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas un petit danger à long qu'on va avoir des pertes de performance, puis il y a des gars justement qui vont perdre des opportunités de compléter un dépassement parce qu'ils vont perdre trop de temps à l'analyser, ce dépassement-là. Non, exactement. On est dans une ère où est-ce que les pilotes sont le plus consciencieux qu'ils n'ont jamais été. Ils ont le plus de choses à gérer qu'ils n'ont jamais eu à avoir à gérer. Ils ont les voitures les plus rapides de l'histoire de la Formule 1 ou proche d'eux, certainement plus que tout ce qui vient avant les années 90-2000, là. Et là, non seulement on doute de leur jugement, mais ils sont encore plus propres que n'importe quelle saison de F1 avant, je sais pas, je donne une année comme 2005. On a regardé des courses là, d'antan. Le nombre d'accidents qu'il y a qui ne sont pas pénalisés parce que les deux pilotes se sortent sur des manœuvres absolument, euh, je trouve pas un mot, mais niaiseuses, autre que ça. Mhm. Et là, on a des pilotes qui font des petites touchettes, des ah, je suis désolé, je voulais pas te frapper, puis là, on donne des pénalités malgré ça. Ça ne donnera absolument rien d'avoir des voitures qui sont plus facile à faire des dépassements si à chaque fois qu'il y a un soupçon d'accrochage ou de malintention deviné par les commissaires qui vont infliger des pénalités qui vont tuer absolument tout tout l'esprit de course qu'on a en F1. Donc, c'est ça. Un pas par en avant, 10 pas par en arrière, je la comprends pas non plus. Ben, exactement. Puis François, toi, de ton côté, tu te fies aussi à ton instinct. Si on te demande de constamment réanalyser ou te remettre en question avant de compléter un dépassement, ben c'est sûr que c'est tes performances qui vont en prendre un coup. Puis là, ce que JC amène, j'aime le parallèle, puis toi, tu dois t'en rappeler de ça, sinon c'est pas grave. Simon pourra nous m'éclaircir si je me trompe. Mais il y a une séquence qui se promène sur Internet de temps en temps de mémoire, là, de ce que je me rappelle. C'était Kubica puis Massa dans la pluie qui se sortent constamment, là. Tu sais, un à Hmm. gauche, un à droite. Aujourd'hui, tu revois ce type de situation-là. D'après moi, il court plus jusqu'à la fin de l'année, là. C'est vrai qu'est-ce que JC apporte que maintenant on pénalise beaucoup plus de gestes qu'avant. Puis est-ce que c'est vraiment la solution au problème? Ben, le système actuel, tu sais, on dirait que c'est surpénalisant par rapport. Tu sais, avant, c'était comme pas assez. Maintenant, on a l'impression que c'est un peu trop. Simon l'a dit, il y a certaines situations qui devraient être étiquetées en tant qu'incident de course. Puis je trouve ça, tu sais, puis le spectacle en est grandement affecté. Puis c'est en même temps l'idée que j'avais. Je suis comme, moi, je regarde surtout celui, mettons, de Saints et Lawson. Si Lawson avait laissé de l'espace à Saints, on aurait eu un beau côte à côte pendant, mettons, le petit S avant le virage 3 et
Lawson aurait probablement eu le devant parce qu'il aurait eu la ligne haute du Mhm. virage en inclinaison, qui est la ligne avec le plus de momentum. Il serait probablement sorti premier parce qu'il avait la ligne de préférence. Fait que maintenant, toutes ces décisions-là de donner des pénalités, oui, je trouve que ça rend le spectacle un peu plus, un peu plus dur à- à encaisser Analyser, parce que ouais. c'est ça, ben, Ouais. les pilotes, s'il faut qu'ils réfléchissent trop, c'est sûr que tu réfléchis avant de faire un dépassement. Mais normalement, là, avant d'arriver au virage, tu vois un peu comment ça se dessine. Tu as normalement une ou deux options de dépassement, tout dépendant comment la défensive s'annonce. Donc, on le sait d'avance. C'est lorsqu'il arrive des petits coups de roue, du monde qui se tasse à la dernière seconde, que là, le temps de réaction est presque absent, puis qu'il arrive des accidents. Puis moi, je trouve ça vraiment bizarre que les pilotes vont jusque-là, parce que c'est peut-être parce que la Formule 1 est rendue trop sécuritaire, mais au risque de briser sa course, moi, je vois pas pourquoi les pilotes, ils jouent beaucoup du coude, puis c'est au plus fort la poche. Je trouve cette mentalité-là un petit peu blasante. Tu viens de mentionner changer de trajectoire à la dernière seconde. On n'est pas d'accord. On en a déjà parlé, mais moi, le geste d'Antonelli ne m'a pas vraiment dérangé. Je sais que toi, tu as une autre perception par rapport à ça. Ça, c'est une autre des pénalités que pour moi, il y a eu un manque de constance envers là. Je l'ai regardé encore une fois Mhm, aujourd'hui. Je l'ai regardé avant qu'on commence à enregistrer. Je comprends un peu plus qu'est-ce que tu veux me dire. C'est vrai que c'était à la dernière minute. Antonelli a déplacé sa voiture. J'ai de la misère à voir si Albon était vraiment rendu à côté de lui. C'est mhm. sûr qu'il force Albon à prendre une réaction de dernière seconde. C'est pas, je dis pas que c'est propre, je dis pas que c'est beau, je dis pas que c'est ce qu'on veut voir, mais je pense qu'il y a une ligne entre illégal et pas illégal. Pour moi, c'était sur la limite, mais toi, tu l'as pas aimé, ce geste-là. Toi, pour toi, 5 secondes, c'était correct. Est-ce que 5 c'était correct ou ça aurait dû même être 10? Euh, En fait, moi, j'ai vu la vue que j'ai vue de ça, c'est la vue embarquée de Oui, Albon. Je sais pas si tu as vu exactement la même chose que moi. J'aurais exactement, oui. aimé voir une vue C'est plus ça. en hauteur, peut-être, parce que ça me rappelle un peu, puis c'est encore une fois pas du tout dans les mêmes circonstances, mais Simon va sûrement se rappeler ces événements-là. On parle de Schumacher avec Hakkinen, fois Oui. deux. Donc, la Mhm. première, c'est à Macao quand il était en championnat Oui. de F3000, si je ne me trompe Hmm. pas, international. À la dernière seconde, Hakkinen, qui n'avait même pas besoin de gagner la course, arrive pour dépasser Schumacher et Schumacher, aussitôt qu'Hakkinen déporte, fait un mouvement, le coupe, envoie Hakkinen dans le mur, il aurait pu se blesser, première affaire. Ça, écoute, il n'y a pas eu de tape sur les doigts à ce moment-là, mais ça, c'est proscrit maintenant. Si le pilote fait son mouvement en arrière, tu peux pas réagir. Il aurait fallu que tu anticipes avant qu'il allait prendre la ligne intérieure pour la bloquer et là, l'amener à l'extérieur. L'autre situation, c'était à Spa, bien sûr, le tour d'avant, le fameux sandwich à la Zonta, là, qu'on appelle. Donc, encore une fois, Hakkinen arrivait sur Schumacher, arrive pour passer. Schumacher, il tasse un peu dans le gazon à une vitesse incroyable à Spa. Les roues auraient pu se prendre, il aurait pu s'en aller dans les arbres. Et on voit Hakkinen qui fait un petit signe de la main à Schumacher en voulant dire Hey, qu'est-ce que tu as pensé là? Finalement, il y a eu le beau dépassement, ça s'est bien passé, mais ça peut créer des accidents incroyables. Là, on est dans un virage très rapide de Monza. Puis, de ce que j'ai vu, de la vue embarquée d'Albon, c'est qu'Albon, il y avait du momentum et c'est pas une zone DRS, malheureusement, mais Non, c'est il y après avait la du, chicane, c'est ça, c'est ouais. ça, il y avait du momentum sur Antonelli. Et quand il s'est tout de suite annoncé à gauche, et là, c'est Antonelli tranquillement le déporte, mais il y a probablement déjà les roues avant vers les roues arrière d'Antonelli et il a engagé sa voiture. C'est là que je trouve que ça marche pas, là. Tu peux pas amener le gars dans le gazon, là. Moi, c'est mon humble avis, là. Mais j'aurais aimé ça voir une vue de haut, là, voir si mon appréciation de la chose est bonne. Mais un coup qu'Albon a mis ses roues en arrière, même s'il n'est pas à la hauteur du. On n'est pas à un virage, là, vraiment, là. C'est une longue courbe. Il aurait dû y laisser l'espace, là. C'est ce Mhm. que Ben, c'est ce pour que le j'en conclus. spectacle, mais En plus. en même temps, je comprends. Moi, j'aime ça voir des pilotes faire de la défensive aussi. Je Ben, pense que au c'est pire, le important. coller, tu sais, laisser une Mhm. largeur de voiture. Ça, Ouais. oui, mais pas une demi-largeur pour qu'il y ait les deux roues dans le gazon, parce que ça aurait pu très mal se terminer pour les deux. Oui, pour les deux. Ça, c'est vrai. Ça aurait pu faire un peu un Bottas-Russell qu'on a déjà vu avec le. Il y a de ça quelques années ou quelque chose comme ça, parce que le contact. Oui, je pense que c'était à Imola. Oui, le Exact. contact Ouais, aurait pu être à ouais. haute vitesse. Simon, tu as vu quelque chose, toi aussi, là-dedans, que tu n'as pas aimé, hein? Tu me l'as mentionné aujourd'hui Oui. par texte. Il y a quelque chose sur la situation, le réflexe d'Antonelli. Pour toi, c'était pas le bon réflexe à avoir, là.
La vue que j'ai vue, c'est la même que François a nommé, là, celle dans la voiture d'Albon. Et on voit en sortie de virage, Antonelli sort de son virage. Et là, il y a peut-être eu un moment de réaction qui n'a pas été assez rapide parce que Albon, dans sa relance, est plus rapide qu'Antonelli. Il Mhm. va tout de suite se placer à ses côtés. Puis je dis pas qu'il est à la même hauteur, mais il y a quand même une portion de sa voiture qui est à côté de la Mercedes d'Antonelli. Puis là, il se met à se déporter tranquillement pour le pousser vers l'herbe. Puis effectivement, c'est dans une courbe très rapide où on prend de la vitesse. Donc oui, ça aurait pu être dangereux, là, effectivement. Il aurait pu avoir un gros accrochage ou même si Albon tout seul sort dans l'herbe, c'est à haute vitesse. Donc, à quelque part, j'ai pas aimé ça. Ce qu'Antonelli devait faire, c'était tout de suite à sa sortie de virage, puis je suis bien conscient que c'est pas facile, là, mais tout de suite à sa sortie de virage, aller trouver le moyen de venir bloquer la voie à Albon pour qu'ils doivent patienter jusqu'au prochain virage ou dans l'Esmo avant d'essayer de le dépasser. Et là, comme il n'a pas réussi à le faire, je pense qu'à quelque part, il devait reconnaître là, que Albon était là, puis il se devait pas de le laisser passer, mais de lui laisser juste suffisamment d'espace pour qu'il ne se retrouve pas avec deux roues dans le gazon. C'était du fair play. Ça, je suis d'accord, par exemple, avec le point que t'emmènes, puis la même chose pour François. C'est vrai que il était en réaction. Je dis pas qu'il s'est fait surprendre, mais je comprends ton analyse là, que il a voulu faire quelque chose, mais c'était probablement une fraction de seconde trop tard. S'il l'avait fait un petit peu Mhm. plus avant, ben là, on n'aurait pas pénalisé. C'est vrai que c'était, tu sais, je l'ai dit tantôt, c'était limite minuit moins une, peut-être même minuit tapant, sauf que les 12 cloches n'avaient pas sonné encore, mais c'était très, très près d'arriver, là. C'était, comme on dit, on l'a évité de peu, sauf que des fois, c'est ça, c'est limite, mais je comprends ce que vous avez vu là-dedans. Jean-Christophe, tu l'as vu d'une autre façon ou l'as-tu réécouté? Parce que c'est sûr que là, maintenant, c'est plate un peu. La seule version qu'on a, c'est à bord de la voiture de Albon. Mais je me rappelle l'avoir vu de l'extérieur et c'est là, justement, que j'avais fait mon analyse pour l'épisode de lundi. Mais de ton côté, JC, tu vois ça comment, toi, ce geste-là? J'aurais pas donné de pénalité, mais j'aurais donné une réprimande. OK, C'est-à-dire, ouais. oui, peut-être, tu sais, encore une fois, on joue au gérant de sofa, mais j'ai pas l'impression que c'était plus réprimandable que ça. Oui, c'est pas l'affaire idéale à faire, mais ça ne vaut pas une pénalité à ce point-là, au point de, encore une fois, brimer les résultats de fin de course, puis que les pilotes courent avec l'épée de Damoclès dessus de leur tête avec leurs 5 ou 10 secondes qu'ils ont encore à encaisser. Est-ce que là, c'est un petit faux pas d'Antonelli et une pénalité. Je vous inviterais, oui, aux spectateurs aussi, allez regarder la bataille Hamilton-Schumacher 2011 à Monza, encore une fois, même piste. Schumacher, ce que Antonelli a fait, mais environ 32 fois. Et lui, tout ce qu'il a eu, c'est une réprimande. Je sais, c'est une autre époque. On n'a pas les mêmes commissaires. On a genre 3 générations de voitures entre les deux événements. Mais Schumacher offre une clinique de comment exploiter le livre de règlement et comment défendre de manière plus ou moins fair play, tout en restant dans les limites. Et là, ça devient difficile d'avoir même un. Je dis ça, et c'est probablement une des batailles les plus enlevantes que j'ai vues. Et là, on met un petit faux pas, et là, on a une pénalité. Je trouve qu'il y a juste, c'est juste deux extrêmes. J'aimerais ça trouver un entre-deux, et c'est ce qu'on dit tout le temps. On n'a pas d'entre-deux, on n'a jamais l'impression d'avoir une constance. Même si on croit des fois qu'on trouve un plateau que les commissaires ont, j'ai l'impression que ça vire sans dessus-dessous d'une course à l'autre depuis le retour des vacances, là. Nous autres, on a fait un podcast, on a un entre deux, hein. On a le entre deux courses, nous autres, puis c'est ça qu'on Ouais. est en train de faire en ce moment. Mais je voulais pas m'étirer trop longtemps là-dessus. Je pense que ça a été très, très pertinent de vous entendre, messieurs. Autant Simon, même si c'est pas la version du pilote, j'aime ça faire les parallèles aussi avec ce que tu as aperçu par rapport aussi aux autres. Ben, ce qu'on a connu avant, l'effet que maintenant, probablement, on donne trop de pénalités, moi, je trouve que c'est une problématique. Puis de l'autre côté, ben, des fois, on n'en donne pas. Moi, je trouve que celui qui est le plus puni là-dedans, c'est Oliver Burman parce que il est à une pénalité près de se retrouver en suspension. Il Mm. est déjà à 10 points. Malgré que c'est sa première saison en Formule 1, il a fait quelques courses l'année dernière, mais quand même, lui, il peut la payer cher, là, cette fameuse pénalité-là, qu'il ne méritait pas vraiment. Donc, il se retrouve là, jusqu'au 1er novembre, quand même encore assez loin. Course d'ici le 1er novembre, on a des 3 en 3 qui s'en viennent. C'est pas évident pour un jeune de se retrouver dans cette situation-là. Surtout que c'est pas un gars qui part en avant. C'est un gars qui part normalement 11e, plus souvent qu'autrement. Donc dans ce Mm. temps-là, tu dois te tiroyer avec les autres. Puis là, les autres pilotes vont le savoir,
les Russell de ce monde vont peut-être vouloir exploiter ça aussi, de voir qu'il ne peut pas vraiment défendre ses positions aussi ardemment qu'il voudrait là, à cause de tout ça. Autre dossier que je veux parler avec vous aujourd'hui, messieurs, c'est la retraite de Franz Hermann. Là, il y en a qui vont me dire, c'est qui Franz Hermann? On en Mais a je déjà pense. parlé. Oui, nous autres, on a tout parlé, mais quelqu'un qui l'a pas entendu. Ah, Franz Hermann, ben, il prend sa retraite, mais ça va marquer les débuts de Max Verstappen. Max mhm. Verstappen au Nordschleife, au Nürburgring. T'as aimé mon allemand, hein? Je savais que t'aimerais mon allemand. J'adore ça. François, bien c'est ça. Je te laisse parler de ça un petit peu. Ce qui va arriver en fin de semaine, en gros, c'est qu'il va faire. Faut qu'il passe son permis de conduire. Moi, je trouve ça phénoménal, la course automobile. Quand même. Pour avoir son permis allemand, pour avoir le droit de faire de l'enduro, là, d'utiliser dans ces catégories-là. Puis on lui donnera même pas sa voiture tout de suite. On dit non, non, on sait que tu es propriétaire d'une Ferrari GT, c'est une GT3, je pense que c'est une GT3 Mhm. qu'il y a. Ouais, une 299, je pense, du C'est GT3. ça. Non, tu peux pas l'utiliser tout de suite. On n'est pas certain que tu es qualifié pour ça. On va te passer une Porsche Cayman en attendant. Là. On va te passer la voiture au moins, on lui donnera pas une Chevrolet Cavalier. Là. On va lui donner quand même quelque chose de décent. Mais quand même, je me dis, c'est un peu extraordinaire hein, quand tu penses à ça. Très, pour ne pas dire farfelu, de dire que tu es 4 fois champion du monde. On vient de te voir remporter le Grand Prix de Monza, donner une clinique aux 19 autres pilotes de la grille. Mais là, pas sûr, moi, que tu peux conduire ta Ferrari sur notre circuit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, François, de tout ça? Un, c'est très intéressant. Ouais, vraiment. Écoutez Nico Rosberg qui dit le monde entier en fin de semaine vont être rivés pour voir les essais. Ça, c'est très bon côté Ouais. publicité. Puis faire découvrir une autre discipline du sport automobile, une que t'aimes bien d'ailleurs. Mais t'en penses quoi là, de tout ça, là? Ben, a priori, juste pour ceux qui n'ont pas suivi ça, Verstappen est allé il y a quelques semaines, voire peut-être c'était un mois et demi, peut-être 2 mois, là, je ne me rappelle plus dans le temps, au Nürburgring, lors d'une pause, faire des essais dans une Ferrari GT3 dont il est le propriétaire pour son écurie à lui. Et il a fait un record de piste, si je ne me trompe pas, là, pour le Oui. GT3 déjà en partant. Fait que Verstappen, c'est un pilote vraiment incroyable, puis je vous expliquerai en plus pourquoi, puis j'ai découvert des trucs sur lui cette semaine. Cela dit, il veut faire l'enduro. Il veut commencer à faire des trucs comme ça. Il veut vraiment tous les faire, là, que ce soit Daytona, Spa, Le Mans et bien sûr Nürburgring. Par contre, le Nürburgring, c'est particulier. Ne va pas là qui veut et il n'y a pas de passe-droit. Même si tu t'appelles Max Verstappen, tu peux pas avoir de passe-droit. Donc, les tests qu'il a fait, c'est bien parce que c'était, mettons, une journée ouverte, donc il pouvait aller là et conduire un peu n'importe quoi. Il avait pris le pseudonyme de Franz Hermann pour ne pas attirer nécessairement les foules et les médias. Là, ce qu'il va faire Verstappen, c'est qu'il va participer dans la fameuse compétition qu'on appelle le VLN, qui est une course d'endurance. Tu vas aimer mon allemand. Le Veranstalter Gemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring. Donc, c'est un peu long pour dire VLN, mais en gros, c'est une course d'endurance d'environ 6 heures, là, si je ne me trompe pas, parce que lorsqu'on en faisait, nous, à Gran Turismo, c'était ça, 6 heures. Et il doit faire ses classes. Donc, autrement dit, oui, il va piloter une Porsche Cayman de GT4, mais vu que c'est un pilote Platinum, ce que j'ai entendu, c'est qu'il pouvait essayer deux types de voitures dans la même course, exemple, en changement de pilote, et gagner du temps peut-être là, sur l'obtention de points de licence. Il va être aussi assis dans une classe avec des gens pour se faire donner un petit cours théorique. Là. Donc, tout le monde va être entouré de Max Verstappen. Et ensuite, il va avoir le droit, là, bien sûr, s'il fait ses classes comme il faut, de participer à la fameuse course des 24 heures du Nürburgring pour marquer le début là, d'un changement là, de catégorie. Là, parce que je pense que c'est ça qui l'intéresse un peu, devenir versatile. Ce que j'ai lu, c'est qu'il pourrait même, on pourrait lui donner une forme, ben, je ne veux pas dire exemption parce qu'on lui demande quand même de passer les tests, mais qu'on pourrait raccourcir ce procédé-là. Là. Dimanche, il pourrait être à bord de sa Oui, Ferrari. tout à fait. Si tu vas bien le dire, là, il n'y a pas de passe-droit. C'est juste qu'on va lui demander quand même de faire les classes, d'aller faire le cours et tout ça. Mais à un moment donné, on va se rendre à l'évidence, probablement, aussitôt qu'il va, tu sais, s'il fait un autre record de piste, on ne dira pas non, non, demain tu reviens et on continue de te montrer comment ça fonctionne. Là. On va comprendre que c'est ça, qu'il est capable de le faire. De ton côté, JC, tu dois trouver ça assez impressionnant de voir ça. Je sais que tu aimes beaucoup l'enduro aussi. Toi-même, tu as été à bord de la voiture de la famille Antonelli il n'y a pas si longtemps de ça en Italie. Donc, c'est le genre de discipline que tu regardes. Côté permis, es-tu familier un peu avec ces classes B, ces classes A-là? Tu trouves ça étrange qu'on demande à Verstappen de passer l'examen? Ouais, c'est sûr que ça vient pas avec son lot de réactions cocasses, là, d'avoir un gars comme Max Verstappen qui se fait ramener sur les bancs d'école. Écoute, c'est sûr qu'à côté, évidemment, aptitude, je pense pas qu'il y a personne qui doute de ça, mais je crois que c'est plutôt sur la partie procédurale, théorique, tu sais, qu'on peut pas vraiment. Puis vu à quel point c'est unique le Nürburgring, même s'il a fait des milliers de fois alentour.
sur le simulateur, j'ai l'impression que ça ne lancerait pas un mauvais message, et peut-être que la part des gens comprendraient, mais je pense que c'est juste de ne pas s'attirer de la mauvaise attention là, pour être sûr que d'autres pilotes pensent pas qu'ils ont des passes droits aussi, puis que là, Un ils ouvrent Romain la... Grosjean qui arrive de nulle part puis il dit moi aussi je peux le faire là. C'est ça. Ils ouvrent C'est la ça. boîte de Pandore, là, et là, ça devient... Ah, mais là, c'est combien de championnats du monde là, qu'on peut pas avoir, qu'on n'est Ouais. pas obligé d'avoir à faire Ben, la licence. non, je Je trouve sais ça pas si c'est bon. ça, mais je verrais pas d'autres raisons pourquoi. Non, non, je comprends. Les règlements sont pour tout le monde. C'est juste, on en rit, mais c'est vrai qu'au bout de la ligne, pas de passe-droit là. On fait pas comme C'est Claude la Dubois qu'on sécurité. passe en avant de tout le monde à l'hôpital, là. Et Non, je trouve exact. C'est la sécurité, là, en fait, qui doit une affaire de prévaloir, je crois. 1999 qui pensait Ah, en l'affaire de théorie. Claude Dubois, Ouais, c'est j'ai ça. entendu ça. De ton côté, Simon, c'est-tu sans précédent, ça? C'est déjà arrivé, je sais, dans l'histoire, mais je veux dire, à quoi ça te fait passer, ça, en pleine saison de Formule 1, un pilote qui vient de gagner le Grand Prix d'Italie, puis qui décide de dire, ah, moi, je vais m'en aller en Allemagne aussi, me préparer pour faire une course de 24 heures. Ben, c'est un gars qui tripe sur la conduite sportive. C'est un tripeux de course. Mhm. C'est ça Non, que mais ça dans nous... l'histoire de la Formule 1, ça te rappelle-tu quelque chose? Tu sais, Ben un moment où oui. ce qu'un pilote en pleine saison décide d'aller faire quelque chose comme ça, là? Ben, si on recule très, très loin en arrière, là, Mhm. avant les années 80, souvent, puis même dans les années 60, il n'y avait pas assez de Grands Prix. Les pilotes pilotaient pratiquement à toutes les fins de semaine. Puis hors saison, ils s'en allaient en Australie puis en Nouvelle-Zélande au soleil pour disputer des championnats là-bas. Puis c'était les mêmes qui se disputaient le championnat du monde de Formule 1 qui traversaient le globe pour aller disputer d'autres championnats puis gagner des courses là-bas. Donc, mais si dans un passé plus récent, là, pendant la saison, à part Fernando Alonso qui s'en va disputer les Oui. 500 000 d'Indianapolis, Mhm. j'ai pas souvenir en tant que tel. Puis même que la Formule 1 s'organisait pour empêcher ses pilotes d'aller ailleurs vers la fin là, du règne de Bernie Ecclestone. Je me souviens qu'ils s'organisaient pour mettre des grands prix pendant les 24 heures du Mans pour s'assurer. Puis je pense que c'était Hülkenberg qui voulait les Ouais. faire, puis il n'avait pas pu. Fait que, tu sais, moi, ce protectionnisme-là entre les différentes séries, je suis pas un fan. Tu sais, quand je lis des affaires comme Palou, ça lui prendrait sa super licence, j'ai dit, come on, là. Mhm. Le gars, Ouais, il est ouais. bon. Même Colton Herta, je trouve c'est un petit peu poussé par la manche, là, ce qu'on le force à faire. Mais bon, il est courageux, il le fait, lui, en passant. Mais tu sais, je pense que Colton Herta a plus d'expérience en tant que course que bien du monde qui sont en F2 présentement. Là. Fait que je pense Qu'un que c'est Logan de quoi Sargent faire en ce sens-là. qu'un Logan Sargent qui a réussi à avoir sa super licence il y a de ça quelques années, là, quand on Ben regarde. oui, puis c'est ça, des pilotes qui ont eu leur super licence puis que c'était gênant, là, il y en a une longue liste, fait que tu sais, en quelque part, là. Ton côté, François, je t'entendais avoir des réactions parce que ça t'interpelle, ça, les pilotes qui passent d'une série à une autre. Pour toi, tu me l'as déjà dit, c'est signe d'être de grand talent, c'est signe d'être bon. Mentionner Alonso, Simon, Alonso, c'était dans une partie où ce que ça allait très mal, c'était catastrophique pour McLaren, n'avait rien à gagner en F1. Verstappen, c'était un peu différent. Il y a quand même quelque chose à gagner, sauf qu'il manquera pas de Grand Prix pour aller là. Fait que ça, c'est la situation comme ça, qu'on empêche les pilotes d'aller ailleurs. Toi, j'imagine que tu es contre ça, là. Pour toi, on devrait les laisser aller où ce qu'ils veulent. Puis justement, c'est une façon de faire rayonner la Formule 1, mais aussi de donner un petit coup de pouce aux autres séries, là, parce que ça va attirer les regards, tout ça, là. Ben, c'est bon pour justement ça, mais je comprends que les équipes de F1 ne le fassent pas parce qu'ils veulent préserver la santé de leurs pilotes. Hein. On Mhm. pense à un Kubica qui a fait du rallye hors saison, on va dire, puis que là, il s'est blessé à vie. C'est quelque chose qu'une équipe de course ne veut pas avoir. Dans le cas d'Alonso et Verstappen, on était à une époque où ça arrive moins justement pour protéger nos pilotes. Par contre, ces gars-là ont tellement de poids et de pouvoir de négociation qu'ils peuvent probablement avoir cette petite annonce-là dans leur contrat. Mais moi, j'adore ça, voir les pilotes justement dans d'autres disciplines. On a souvent le débat qui est le plus grand pilote de tous les temps. Ben, justement, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est clair, un pilote, le plus grand pilote de tous les temps, c'est celui qui est capable d'amener n'importe quel type de machine au maximum. Je fais souvent référence à Gilles Villeneuve dans ce cas-là, parce que Gilles Villeneuve, c'était motoneige, Formule Atlantique, Formule 1, Can-Am, rallye. J'ai même une Hélicoptère. hélicoptère, oui, il voulait être le premier à faire un backflip en hélicoptère.
hélicoptère, de ce que j'ai cru comprendre. Écoute, j'ai déjà lu ça quelque part, mais il faut que je valide. Peut-être Simon va le savoir, mais je pense qu'il a déjà participé à une course de moto, une motocross, quelque chose comme ça. Il n'avait jamais conduit ça, puis il l'a gagné. Mais ça, c'était à valider. Puis j'ai même une petite BMW ici là, qui a conduit avec Eddie Cheever, je pense que c'est au 6 heures de Watkins Glen. Donc, il était partout. Ayrton Senna, même chose. Il a battu des légendes dans une course de Mercedes en 84. Vous devriez voir cette course-là sur YouTube, c'est disponible. Écoute, il y avait John Surtees, Phil Hill, Carlos Reutemann, Alain Prost. Les noms, Ouais. là, Les gars étaient sur le party un peu, là, si je me ça permets se de te peut, dire mais ça. Ayrton Ouais, Senna les a quand même rincés, là. ouais. Il y en avait juste un qui prenait ça au sérieux, là. OK, ben ça, je n'étais pas au courant qu'ils avaient tous été sur Ouais, ouais. l'aquavite Le avant clan ça. Senna est super bon pour glorifier tout ce qu'il a fait. Faut quand même en laisser un petit peu, là. Ben, Ouais, moi, ouais, j'ai mais vu la course, j'ai trouvé ça spectaculaire là, OK. de regarder ça parce qu'il y avait quand même une très bonne conduite. En gros, une bonne maîtrise du véhicule, si Verstappen fait ça, ça va justement faire grandir l'argument que ça pourrait être le plus grand pilote de tous les temps, mais en même temps, les époques se suivent, donc on ne pourra jamais vraiment avoir. Pour moi, le plus grand de tous les temps, ça reste Gilles Villeneuve, mais tu sais, à chacun sa citrouille, là. pour fermer le dossier là-dessus, François, on parle de la situation contractuelle des pilotes, OK? Bien sûr, il y a des commanditaires qui sont ralliés à ça. S'il faut Mhm. que, ben, je vais donner un exemple, Visa ou Hard Rock, n'importe quel commanditaire de Red Bull paie un montant, pas pour Yuki Tsunoda, on paie pour que notre voiture, c'est Max Verstappen qui la conduise puis qui se promène avec notre logo parce que si on évidemment, là, sinon on les verrait pas souvent, ces commanditaires-là. Donc, s'il arrive quelque chose, puis on va toucher du bois, parce que je suis un gars superstitieux, vous m'entendez, je touche beaucoup. Tout, j'ai tout fait. En tout cas, on voudrait pas qu'il arrive quelque chose, c'est pour ça qu'on le laisse pas. Sauf Mhm. que on va pas plus loin que l'année dernière. Il y avait un événement au Nordschleife, OK? Mhm. Excusez-moi mon allemand encore une fois, Très bien. Nürburgring, et Dr. Marco n'a pas voulu que Verstappen pilote la Red Bull. On a demandé à Daniel Ricciardo d'y aller et de mémoire Sébastien Vettel qui est allé. On n'a pas voulu qu'il le fasse. Ça, c'est à bord d'une F1. Certains diront, bah, c'est beaucoup plus dangereux dans une F1, mais il me semble qu'une F1, c'est beaucoup plus sécuritaire que ce genre de voiture-là. C'est pas un plus gros risque de le laisser courir enfin, avec sa Ferrari ou sa Cayman que de le laisser aller avec. En gros, ce que je veux dire, là, c'est simple. Est-ce qu'il a gagné des pouvoirs dans les derniers mois? Parce qu'on l'a pas dans la dernière année. Parce que je veux pas dire que c'est le départ de Christian Horner parce que il est allé avant le départ de Horner. Sauf que je dirais qu'il y a un peu plus de pouvoir qu'il y avait parce qu'on voulait pas le laisser la saison dernière, là. Ben, en fait, pour répondre à la première question, je crois pas que c'est plus dangereux. Probablement, justement, les Formule 1 qu'ils essaient au Nürburgring, des fois, c'est des Formule 1 peut-être un peu plus vieilles. Et le Mhm. problème au Nürburgring, c'est que oui, la Formule 1 va plus vite, mais il n'y a pas de barrière protectrice. C'est vraiment des barrières de métal beaucoup sur le Ouais. côté. C'est Donc, pas les peut-être Tech Pro, là. c'est ça, il n'y a pas Mhm. ça, là, sinon ça coûterait une fortune. Fait que le Donc, danger est pareil. Mais d'abord, il a ouais. gagné des pouvoirs quand même, là. Fort probable. Hein? Peut-être aussi que, mettons, il y a des discussions qui se font à travers l'année où il y avait, tu sais, les choses changent aussi. En même temps, sa voiture de Ferrari de GT3 est commanditée Red Bull. Donc, Oui. ça leur fait de la visibilité, là. Moi, je vais avoir les yeux là-dessus là, en fin de semaine. Donc, Ah, moi pas mal de aussi, monde puis aussi. j'ai jamais regardé ça avant. Fait que, oui, je vais regarder ça par curiosité, puis on Mais va c'est voir des les. secrets hein, Ouais. contractuels qu'on ne connaît pas. Ce Hein. serait le fun de le savoir un moment donné. Puis même si on les regarde pas, là, OK, même si c'est simple comme ça. Pour les gens qui disent, oh non, moi, j'ai pas le temps en fin de semaine de voir ça, ben, par la force des choses, vous allez sûrement le voir pareil parce que les réseaux sociaux vont être remplis de ça. Ouais, c'est Moi, ça. j'anticipe déjà, là, tantôt, vous avez parlé, les gars, là, puis moi, j'anticipe déjà la photo avec ses camarades de classe. C'est certain qu'il va y avoir une photo de ça. C'est bien ça. Oui, oui, Sur le t'as banc raison. d'école, là, en tout cas, peut-être c'est ma Voici le vision. professeur de Max Verstappen. Oui, puis une photo de classe, puis à la fin, il va lancer son chapeau, tu sais. En tout cas, peut-être trop d'imagination, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais ils s'envoleront pas sur leur balai à la fin, là. Ça finira pas comme ça. Mais quand même, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, Simon, de ton côté? T'as-tu quelque chose à Ouais, ajouter moi, sur... à mon sens, Red Bull est en mode séduction avec Max Verstappen en Ouais, ce moment-là. Hmm. Donc, Ouais. ça pas fait faux. partie de l'opération. Viens chez nous, Max, tu vas pouvoir aller t'amuser en même temps que tu pilotes chez Red Bull. Puis la grande différence avec l'année dernière, c'est qu'il n'est pas en train de défendre un championnat. L'année dernière, il était quand même en tête du championnat. Donc, s'il se blesse, c'est un peu plate, là, parce que s'il se met à manquer des Ouais. courses, là, cette année, s'il manque des courses, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils vont juste finir plus loin au classement. Ton côté, Jean-Christophe, est-ce que y a quelque chose à ajouter sur ce dossier-là? Tu dois trouver ça assez phénoménal aussi de voir ça se produire en fin de semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu vas ouvrir ton ben pas le téléviseur, l'Internet plutôt, là. Tu vas trouver aller devant ton ordinateur ou c'est quelque chose que tu vas consommer par la force des choses, par les réseaux sociaux par la suite? Non, moi, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup l'attention qui vient
pour les gens qui s'intéressent à la F1 qu'il n'y a pas juste ça qui existe et que le meilleur pilote, certainement sur la grille, lui trouve que ça aussi. Donc, j'aime aussi que l'attention et l'amour des courses se répartissent sur toutes les séries et les séries reines de leur domaine. Ça, c'est très, très cool. Là, je suis toujours supporter de ça. Ben, ça enchaîne un autre bon sujet, je trouve. Parce que moi, je les trouve tous bons, nos sujets, là. Je suis un parti pris, là. Je sais pas pourquoi, là. Mais en tout cas, l'autre sujet que je voulais en venir avec ça, c'est Stefano Domenicali qui a lancé ça. Puis, par la force des choses, en fin de semaine, on a eu, il devait s'en attendre parce que c'était prévisible, on a eu la course la plus courte de Mhm. l'histoire de la F1. Contraire à celle qu'on avait vécue à Montréal, là, qui se finissait plus. Mais finalement, on avait eu toute une fin, celui de 2011. Mais là, on a battu le record pour celle la plus courte. Stefano Domenicali a mentionné que probablement que les grands prix pour l'ère 2025 sont trop longs, que ces week-ends de course-là s'étirent. Je vous paraphrase un peu la déclaration sans trop dénaturer ces mots-là, mais il s'en va en disant il y a aussi la longueur des compétitions. Nous pensons qu'elles sont trop longues pour les jeunes, peut-être que pour nous qui sommes nés avec ce format, pour nous c'est correct, c'est encore acceptable. Mais il y a un large segment du public qui ne veut voir que les moments forts de la course. Donc, ces fameuses versions compressées-là, faire un parallèle ici au Québec ou au Canada, les Canadiens, tu sais, Canadiens Express, là, RDS compresse le Mhm. match en environ, je pense, c'est 30 minutes, puis on met ça. Moi, ça m'arrive des fois de consommer les matchs de hockey comme ça. Ça m'arrive des fois d'avoir écouté le match, je vais me traiter un peu fou, mais d'avoir écouté le match puis de regarder la version compressée un peu plus tard dans la soirée, de revoir des choses que j'ai peut-être manquées ou des petits débuts ou des choses comme ça, ou ce que je le consomme en priorité, c'est au baseball. J'ai malheureusement avec les courses, moi, j'écoute le football, la boxe, le hockey, toutes ces choses-là. Si je veux garder un semblant de vie sociale, je dois me limiter au baseball parce que les manches, c'est un peu trop long. Fait que souvent, j'écoute la version compressée des matchs des Blue Jays. Ça, c'est quelque chose que je consomme. J'ai pas le choix. Je commence avec toi, Jean-Christophe, parce que t'as une différence d'âge entre moi avec François. On est tous dans des générations ou pas différentes. Là. On est tous dans des tranches d'âge différentes. Donc, ça vise un peu toi, ce qu'il a dit, Stefano Domenicali. Je dis pas que, tu sais, on sait que tu es un grand amateur de course. Je pense que tu n'as pas de problème à écouter une course, mais tu as des amis aussi. Tu discutes avec des gens de ton âge, j'espère. Puis, est-ce que c'est trop long, la F1? Est-ce que faut-tu vraiment, est-ce que c'est un problème? Il faut vraiment régler ça? Même en étant biaisé, évidemment, un grand amateur de course, je verrais pas pourquoi compresser quelque chose le rendrait meilleur. Mhm. Moi, Non. personnellement, j'aime étirer les bonnes choses le plus longtemps possible et donc le plus que je peux avoir de quelque chose, je vais le prendre. Et donc, je ne vois pas comment raccourcir une course peut soudainement la rendre plus époustouflante quand techniquement, tout ce qu'on fait, c'est raccourcir les moments entre lesquels les points forts arrivent. Et en rajoutant peut-être une course sprint avant le week-end. Donc, on rajoute une course qui est plus ou moins inconséquente pour la majorité de la grille. Et on raccourcit qu'est-ce qu'on aime voir après. Je vois pas comment tout d'un coup, là, les gens qui sont sur la clôture, pas trop décidés d'aimer ça, fassent comme ah ben tout d'un coup, ça rentre dans mon horaire, 1 heure et quart au lieu de 2 heures. Waouh, ça fait un monde de différence. Maintenant, je suis un fan de F1. Je vois pas comment cette logique-là s'applique. Et non, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une décision qui est le mot en français me ne vient pas. Je sais pas si c'est une traduction, mais c'est du pandering. C'est vraiment essayer de plaire à tous dans Oui. l'espoir que les gens vont répondre positivement. Et j'aimerais que François ou Simon reprennent la balle au bon, mais je trouve que le Liberty Media et la direction de la F1 avec Stefano Domenicali dévalent un peu une courbe très glissante. Ça me fait penser beaucoup à la manière que NASCAR avait traité l'introduction de le shootout pour les playoffs et la manière aussi qu'ils ont essayé de reconfigurer toute la manière que les courses ont déjà été faites pour Mhm. essayer de plaire à des gens, pour finalement juste se tirer dans le pied et aliéner le noyau de fans qui ont été là depuis le début. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est l'histoire qui se répète et je vais lancer la balle parce que j'ai vraiment l'impression que c'est exactement ça qui arrive. François, ouais, la base partisane du NASCAR avait été échaudée là-dessus, ça ne l'est pas encore. Puis je comprends où que Jean-Christophe en vient avec ça, c'est que il y a des gens qui aiment ça, fait qu'il faut quand même que tu gardes, faut pas dénaturer le sport pour aller séduire des gens qui
s'en foutent probablement déjà, puis ils vont peut-être continuer de s'en foutre. Si quelqu'un consomme la F1 sur TikTok, il va continuer de la consommer sur TikTok, là. C'est la nouvelle génération. Alonso le disait, c'est plus un problème de génération qu'un problème du sport. Mais si on fait le parallèle avec le NASCAR, est-ce qu'on a gagné quelque chose à vouloir un peu avoir une certaine, enlever la rigidité et être plus flexible sur les durées des courses ou essayer de faire en sorte que ça reste pertinent le plus longtemps possible dans la saison? Ben, en fait, la dernière grosse modif qu'il y a eu en NASCAR qui a comme, on va dire, fait réagir, c'est surtout l'arrivée des stages. Parce que Ouais, la c'est ça. course est divisée en trois maintenant, alors qu'à l'époque, bon, c'était une seule course. C'est sûr qu'avec les voitures de sécurité, on regroupe le peloton. Maintenant, avec les stages, tu as comme deux petites courses dans la grande. Ben, ouais, c'est ça. Fait que deux petites et la grande, ça regroupe le peloton. Donc, à certains égards, ça peut être bon pour le spectacle parce que ça regroupe les voitures, ça amène un aspect stratégique. Moi, ça ne m'a pas froissé, ça, personnellement, mais c'est sûr que les gros puristes du NASCAR qui écoutent ça depuis le temps de Dale Jarrett là, ou Richard Petty, voir, là, Oui. eux autres, c'est sûr qu'ils vont peut-être crier au scandale. Pour ce qui est de l'annonce de Domenicali, ben, j'ai trouvé ça très curieux. Tu sais, écoutez, là, c'est pas grand-chose. Une course de F1, c'est pas très long. Là. Quand on regarde des courses des IMSA qui durent des 4 heures, des 6 heures, c'est sûr que quand on regarde les 24 heures du mat, t'es pas 24 heures devant ton écran. Là. Ah non? Non, ben, Ah, non, faut que tu dormes à un je suis moment donné. déçu, je suis déçu. Je pensais Mais, tu sais, quand même, c'est pas long une course de F1. Donc, il y a plus de monde qui regarde la F1 maintenant, surtout à cause, exemple, Drive to Survive sur Netflix. Fait que c'est sûr que ça amène une génération de personnes plus jeunes, des fans plus jeunes, mais eux autres sont habitués toujours à avoir leur téléphone dans leurs mains et d'être divertis. Fait que c'est certain qu'une course qui est peut-être un peu longue avec, justement, je vais dire des longueurs, des bouts plus plates, où on n'a pas d'action, ben eux autres, ça leur intéresse moins. Mais à ce moment-là, c'est pas des vrais fans de course, j'imagine, là, à mon Hmm. sens. Ben, Fait que, c'est ça le problème, c'est qu'on court, on veut élargir le bassin, on court après des gens qui ne s'intéressent pas à la F1. Puis le danger que JC apportait, c'est de dire c'est correct de vouloir aller en séduire d'autres, mais ne perds pas ceux qui sont déjà ouais. que sont déjà conquis. Ton côté, le côté Simon, excuse-moi, ton côté Simon, je sais que ton opinion face à ça, t'en consommes d'autres sports, puis les versions express pour toi, c'est pas ça nécessairement là, qui va améliorer un spectacle, là, un peu comme JC le Non, pas mentionnait. pour moi. Là. Et ça, c'est pour tous les sports. Puis des fois, je le fais. Moi, la NFL, tu sais, il y a plein de matchs en même temps le dimanche après-midi. J'ai pas le temps de tout regarder. Donc, des fois, il y a des matchs, je dis, OK, là, je vais le regarder en 12 15 minutes pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Mais il me reste quand même que on me donne pas je vois les faits saillants, on me donne pas l'histoire de la partie, je suis pas capable de la sentir, puis ça manque il n'y a pas ce moment où tu es sur le bout de ton siège en se demandant qu'est-ce qui va arriver, puis pourquoi il a Mhm. pris telle décision. Tu sais, il te manque des éléments. Il y a un public pour tous les formats. Puis c'est pas parce qu'une course est plus courte qu'elle est plus intéressante puis qu'elle est plus spectaculaire. Il y a certaines des courses sprint. Moi, je pense à celle de Belgique cette année, où après 2 tours, pour moi, c'était fini, là. Je le savais que Verstappen il allait gagner. Tu sais, le circuit de Belgique est beaucoup trop long pour une course sprint. Il n'y a pas assez Ah oui. d'opportunités de dépassement. Donc, il n'y avait pas de spectacle en tant que tel. Pourtant, c'est une course qui était moins longue que celle du lendemain. Ou à mon avis, elle était meilleure. Donc, il faut que tu laisses aussi des fois l'histoire se développer. Il faut que tu acceptes qu'il y a des longueurs pour, à mon avis, mieux comprendre aussi le résultat final d'une course. Puis des fois, ben, qu'est-ce que tu veux, ça arrive après des temps morts, après un 15 20 minutes. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Puis là, ça fait en sorte que là, tu as quelque chose de gros, puis tu le sais que c'est gros. Si c'est tout le temps une pluie de faits saillants, tu seras plus capable de départager ce qui est vraiment pertinent du reste, puis ce qui est juste du bruit, puis du spectacle. Fait que moi, là, puis commentaire général, je vais me le permettre, j'ai 48 ans. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, on se foutait carrément de ce que je pensais, puis il fallait que je suive la parade. Là, aujourd'hui, tout le monde regarde ce que les jeunes de 20 25 ans font, puis hey, il faut tout changer. Ben, Euh, faites des efforts. ah ouais. Ouais, Hey, j'ai de quoi pour toi, 100%. Simon. J'ai de quoi 100%. pour toi, Simon. Écoute, Imagine-toi, OK, comment tu aurais apprécié ça différemment. Erase 1997. Je suis sûr que toi et moi, on a eu les mêmes émotions. On était énervés. Est-ce que Villeneuve va rattraper Schumacher? Est-ce qu'il va finir par le dépasser? Quand l'événement est arrivé, est-ce que sa voiture va tenir? Pendant
tout le long de la course. Ouais, On avait effectivement. l'adrénaline jusqu'au bout des doigts. Quelqu'un qui regarde les faits saillants de ça. Alors, ils ont démarré, ils avaient trois positions de tête pareilles, démarre. Ah, finalement, Frenzen a blablabla. Ah, contact, arrêt au puits, contact. Tu sais, C'est et ça. après ça, quelle émotion Mais est François, reliée à ça? Zéro. François, tu fais bien de le dire parce que RDS offre une version compressée. Je l'écoute des fois, puis je veux Ouais, pas F1 leur... Express, ouais, c'était avant Oui. les Grands Prix. Non, moi, je dors à ce moment. Non, 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 je veux dire, ça joue des fois plus Ouais, non, je sais, tard. non, non, Des fois, je pour vrai, comprends. des fois, j'édite l'épisode qu'on enregistre le dimanche soir, puis je tombe là-dessus parce C'est que bon à réécouter, je pense. c'est Ou si ça, tu l'as exactement. manqué puis que tu sais que tu manques de temps, ça, Mais, je comprends, mais mais je te juste dis, consommer du highlight. mais je veux pas lancer la pierre à la personne qui édite, mais il y a une responsabilité qui Ouais. vient avec ça parce que il y a des fois, je fais comme, je peux pas croire qu'on a sauté ça, on l'a pas Ah, c'est expliqué. vrai. Il y a des fois, il y a des choses, je fais comme, oh boy, avec la personne qui a juste écouté ça, Simon, il a raison, là. Il manque des gros bouts, là. Il peut même se faire des fausses opinions sur certaines situations. Puis comme je dis, je lance pas de pierre à personne. À un moment donné, il faut que tu coupes. Tu prends une course qui a duré 2 heures, tu coupes ça en 30 minutes, c'est sûr qu'il y a des choix difficiles à faire. Sauf que des fois, je trouve que pas sûr que ça, c'était plus pertinent que de laisser ça. Mhm. Puis on saute des gros bouts. Fait que je suis vraiment d'accord avec Simon de ce côté-là. Il y a une chose qui est sûre, par exemple. Je sais pas parce qu'on offre cette version-là qu'on va nécessairement. Moi, ben, regarde, je vais le formuler différemment. Moi, si on veut offrir des versions 30 minutes, des versions 10 minutes, des versions 30 secondes pour le monde qui ont des déficits d'attention, j'ai aucun problème avec ça, mais touche pas à ce que moi j'ai ou à ce que moi Ouais. j'aime. Ouais, Ça, moi, exactement. si Ouais, vous ouais. voulez aller à la génération TikTok, comme Alonso disait, c'est un problème de société, c'est pas un problème de sport. On parle pas de raccourcir les matchs de football. Sauf qu'il y a d'autres sports que oui, on en parle, le baseball notamment, on a essayé d'accélérer, de trouver des processus pour ça. Mais je pense que fournissons des explications, qu'on donne plusieurs versions, c'est correct, mais qu'on change tout le programme d'un week-end de course, justement pour plaire à d'autres personnes qui vont peut-être pas s'intéresser à la F1. Non, moi, je suis d'accord avec vous que c'est pas la meilleure des situations. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec le futur, mais il dit on prépare des versions sprint, puis tout ça, il parlait de ça, parce que de ça me dérange un peu. Mais comme je dis, si on y va, si on offre un contenu additionnel à des personnes pour aller en chercher d'autres, puis ça fait plus de partisans qui s'intéressent à la F1, pas de trouble avec ça, en autant qu'on touche pas justement à ce que nous autres, on aime. Un autre dossier un dossier qui a attiré l'attention, je dirais, un peu plus que l'histoire de la longueur des courses, eh bien, c'est la fameuse règle orange papaye. Il y a eu controverse instantanée quand c'est arrivé. J'ai été surpris, peut-être que j'ai été naïf. Je pensais pas que ça allait faire ça. Je pensais pas que ça allait. J'écoutais les grands titres sur des médias plus traditionnels ou des médias qui ne sont pas nécessairement des personnes qui parlent beaucoup de Formule 1. Peut-être qu'on a essayé de saisir le sensationnalisme au bon, mais tout de suite, controverse en Italie, controverse McLaren. Tu sais, là, après ça, ça a fait en sorte qu'on a lancé des discussions sur est-ce qu'il faudrait interdire les stratégies d'équipe. Je ne vais pas répéter exactement la situation parce que je pense que les gens la connaissent, puis j'aime mieux qu'on se concentre un peu sur les résultats de tout ça. Mais on va commencer de façon très, très simple. Jean-Christophe Trahan, tu es un pilote de course. Euh, Ton coéquipier reçoit un mauvais appui de la part de ses mécaniciens ou de la part des mécaniciens de l'équipe. Puis après ça, toi, lorsque tu apprends que la position que tu viens de gagner, il va falloir que tu la donnes parce que c'est une erreur de l'équipe. Tu fais quoi? C'est quoi la décision que tu vas prendre? Je sais qu'il y a du cas par cas, puis il y a une grosse analyse à Mhm. faire, mais admettons, tu aurais été dans les souliers de Oscar Piastri, tu aurais fait quoi, toi? J'ai, je suis vraiment tenté de dire tant pis, là, On ne parce que jugera c'est pas pas. mon On ne jugera problème. pas. Ouais. Mais ils ont déjà ouvert le discours que c'est comme ça qu'ils vont aux courses avec la manière qu'ils ont géré l'échange de position en Hongrie l'année passée. Mhm. Donc là, il y a un karma qui est supposé revenir à un moment donné. Supposément, la porte se ferme avec ça et on n'en parle plus. Ils n'ont pas. Ben, André Stella, il n'a pas détaillé le fait que c'était vraiment un coup par coup pour ce qui est arrivé l'année passée. Là, tout est correct. Après ça, que le meilleur gagne, si on fait une erreur, c'est des choses qui arrivent. Non, il y a encore un peu resté dans son dialogue de on veut garder ça équitable, si on fait une erreur, puis tu ouvres une immense boîte de Pandore et j'ai Mhm. l'impression que Piastri, peut-être il regrette parce qu'il a perdu des points, littéralement. Mais je vois pas pourquoi c'est
ce serait différent les autres fois. Pourquoi est-ce que là, une prochaine fois, est-ce que là, ce serait pas correct? Mhm. Là, t'ouvres. Je regardais des analyses post-course, là. Ça va être très laid s'il y a de quoi qui arrive dans la fin du championnat, parce que là, c'est littéralement un tête-à-tête en deux coéquipiers, on le sait déjà. Et là, l'équipe joue l'intermède. Décide de policer qui a un traitement favorable parce que oh, on est désolé, notre gars avec le pistolet, il a pas vu que c'était vert, Et- que c'était pas vert, on est vraiment désolé. Mhm. On peut aller en arrêt, s'il te plaît? Je vois pas. Je vois pas comment. Je serais de rendre l'opinion de Verstappen de dire moi je garde ma position, tant pis pour vous, assurez-vous d'avoir des bons arrêts au puits. Et si jamais ça m'arrive, créez-moi que vous allez en entendre parler. Mais c'est ça, j'ai rien de la misère à croire comment est-ce ils peuvent gérer des dynamiques comme ça jusqu'à la fin de la saison de manière équitable sans que ça leur explose dans leur face, littéralement. Jean-Christophe, tu mentionnes que ça va créer des précédents. Moi, je suis d'accord avec toi. Je verrais pas pourquoi Oscar Piastri, plus tard dans la saison, s'il y a un mauvais arrêt au puits, ne demanderait plus, ça lui coûte une position. Lando ne demanderait pas que la faveur lui revienne. Mais selon Lando Norris, nous sommes stupides de mentionner ça. Parce que c'est ce qu'il a dit aux journalistes. Il faut être stupide pour penser que ça va créer un précédent. Je comprends que lui va dans ce sens-là, mais Oscar Piastri, là, ouais, mettons, on va le refaire, t'es dans le rôle de Piastri. Toi, tu fais OK, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on va courser. Si jamais ça m'arrive, je vais vouloir qu'on me redonne la position. J'imagine, là, ce que tu viens de dire, tu partages cette opinion-là. Toi, ça va rester en suspens. On n'a pas tout réglé avec ce dossier-là. Il peut encore se produire quelque chose. De Ah ton ouais. côté, oui, c'est ça. De ton côté, François, aurais-tu redonné la position ou aurais-tu donné? Parce que j'ai toujours redonné, mais dans le fond. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu sais, je me suis posé la question souvent. C'est un traditionnel cas de l'expression anglaise damn if you do, damn if you don't. Mhm. Parce que C'est vrai, ça là, aurait été ça aurait été un scandale pareil, c'est vrai c'est ça. Ouais. ça. Il y avait Mhm. McLaren a cafouillé haut la main, et je pense que c'est une meilleure décision d'avoir redonné la position, et je l'aurais analysé comme tel parce que ça aurait été une pire décision de ne pas la redonner. Mhm. Ça aurait crié au scandale, ça aurait crié au sabotage. Déjà que le moteur a sauté l'autre fois, puis que c'était pas de la faute à Norris. Là, il y a un gunman, un gars au pistolet des roues qui dort au gaz. Il a fallu qu'il y ait une petite tape sur l'épaule de son coéquipier, ah ouais, Guédine, puis qu'il termine ça. C'est pas de la faute à Norris. Par contre, il y a tellement de choses à parler de ça. Piastri l'a dit au micro. Il dit, je croyais que les arrêts lents faisaient partie de la course. Maintenant, c'est quoi leur définition, McLaren, d'un arrêt lent? Est-ce que c'est le fait que, mettons, Norris soit coupé et doive attendre avant de sortir son véhicule parce qu'il y a une auto qui rentre en même temps, puis ça aurait fait ce qu'on appelle un unsafe release, là, une sortie non Bah oui, sécuritaire? ça peut arriver ça aussi, C'est t'as ça. raison. Donc, Ouais. ça, j'imagine que dans ce cas-là, il n'aurait pas redonné la position. Mhm. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi le livre, mettons, les règles d'engagement à 100% du côté de McLaren. Mais Piastri, en bon joueur d'équipe, a redonné la position parce qu'on s'entend que c'était pas la faute à Norris. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut arriver dans une course. Là, on est à 9 Grands Prix. On était à 9 Grands Prix de la fin. À Abu Dhabi, là, si ça arrive, là, pas certain que ça va se passer. Et qu'est-ce qui arrive si Piastri ne redonne pas la position? Ben là, à ce moment-là, on vient de briser la belle harmonie, je mets des guillemets avec mes doigts, comme je fais souvent, qu'il y a au sein de l'équipe. Et c'est là qu'on va voir enfin la scission de cette harmonie-là entre Piastri et Norris. On a réussi, je crois, à préserver ça, un certain respect. Puis vu que c'était pas de la faute à Norris, c'est de même qu'ils l'ont analysé. Mais écoute, comme je te dis, le McLaren, ils l'ont échappé. Puis c'est la meilleure façon, je pense, qu'ils avaient de minimiser ça, mais qu'il était fait dans tous les cas de fer, dans tous les cas de Puis figure. la presse britannique aurait tombé sur le dos à Oh, quelqu'un là aussi, là, parce qu'on oh, s'entend là, avec Lando Norris, il faut qu'on scrape son arrêt au puits. Excusez mon français québécois, mais ouais. s'il avait fallu qu'on fasse ça, puis qu'après ça, ça n'aurait pas été facile, ça n'aurait pas été beau dans la presse britannique. Là. Sabotage. Oui, c'est ça, les grands titres seraient sortis. Mhm. Surtout comme deux week-ends de suite aussi, coup sur coup. C'est la malchance qui s'acharne sur Norris. Puis ce qui est de valeur, c'est qu'il connaissait, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu connaître un week-end comme ça, là, où ce qu'il était vraiment supérieur à Piastri.
Ouais, il était là. finalement, il a quand même arrivé quelque chose où ce qu'on pense, tu sais, où ce que ça vient un peu enlever sa belle performance. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, il méritait là, quand même cette deuxième place-là. C'est pas Mhm. comme si il était loin en arrière. Finalement, on a dit, ah non, inverse ça, ou il est arrivé de quelque part, avait fait une erreur, puis on dit, redonne la position. C'est quand même lui qui l'avait pendant tout ce temps-là. Il y a quelque chose que je trouve bon, par exemple, parce que tu mentionnes, puis je fais un peu de chemin avec ce que Jean-Christophe a dit tantôt pour les histoires de permis de conduire là, en Allemagne. Si tu commences à dire, ben lui a 4 titres, fait qu'on le laisse passer, à 3 titres, c'est-tu correct? Mais j'ai envie de réutiliser la même chose pour les arrêts au puits. Si on dit que à 4,7, ou comme tu dis, parce que tu restes une seconde de plus, ça c'est correct, mais 2 secondes, tu redonnes la. C'est où que tu traces la ligne, là? C'est où que tu commences à dire, ah ben ça c'est trop long, puis ça c'est de notre faute, mais ça c'est correct, c'est dans les standards de l'équipe. C'est pas évident, là. Ça aussi, là, que faut Non y plus, non. penser. Ça veut pas dire que la prochaine fois, ça va être exactement le même temps, mais peut-être que ça va quand même coûter quelque chose à Piastri. Ton côté, Simon, tu vois ça comment, toi, cette situation-là, dans l'histoire de la Formule 1? Quelqu'un, t'en connais-tu bien des pilotes qui auraient été bons joueurs comme Oscar Piastri, des futurs champions du monde, ou quelqu'un qui dispute un titre qui dirait, oh non, non, moi, pas de problème, je vais leur donner la position à mon coéquipier. Il y en a pas beaucoup, mais ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que c'est contre nature. On se le cachera pas. Par contre, je trouve Piastri pas mal intelligent d'accepter d'avaler cette couleuvre-là en se disant, il est très conscient de l'environnement où Mhm. il se trouve. Tu sais, il pense pas juste à son émotion immédiate, puis fonctionne juste en fonction de cette émotion-là. Il pense vraiment là, une coupe de coups d'avance. Il sait qu'il est chez McLaren, il sait qu'il est dans la meilleure position possible pour être champion du monde, qui est avec le classement actuel, qui est avantagé puis qu'il est pas mal trop tôt pour décider de jouer solo, puis tu sais, Mhm. de décider de se foutre de ce qui se passe autour, puis de penser juste à lui. Ça, moi, je pense que ça va arriver d'ici la fin de la saison, si ça reste serré à quelque part au championnat, mais avec 2 ou 3 grands prix à faire, pas avant ça. Mais tu sais, Piastri, il a accepté d'avaler cette couleuvre-là, puis on va se le dire, elle n'était pas si grosse, il n'a pas laissé aller une victoire. C'est juste 3 points, il y a encore plus d'une course d'avance au championnat sur Norris. Euh, à quelque part, je trouve que c'est fameux ce qu'il fait, même si c'est anti-sportif un peu. Moi, j'ai eu un malaise, là, je ne vous le cacherai pas, quand j'ai vu ça dimanche passé. Parce que là, je trouve qu'on vient jouer un peu avec les. Andreas était là, puis McLaren en général, je trouve qu'il accorde une belle importance à ce que ça reste un sport, tu sais. Puis Mhm. à quelque part, c'était pas juste, tu sais, que Norris, à 3, 4 tours de la fin, perde la deuxième position alors qu'il a dominé tout le week-end. Il y avait puis surtout que c'était pas de sa faute. Donc oui, il y avait une certaine injustice à quelque part, mais ça reste que c'était sportif. Il y avait un aléa de la course. Là, on a décidé de lui redonner la position parce que Norris avait accepté que Piastri ait l'undercut. Je vais Puis te c'était demander. vraiment pas de sa faute s'il y a eu un arrêt long. Mais Non. reste que ça se passe bien chez McLaren. Il n'y a pas de chicane entre les deux pilotes. Ça fait fâcher les journalistes parce qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter. C'est pas mal moins crunchy que ça aurait pu l'être. Sauf que pour McLaren, pour l'écurie, ils sont capables, ils ont trouvé un équilibre qui n'est pas facile entre le sport, l'intérêt de l'équipe, puis la lutte entre les deux au championnat, puis le fait qu'ils veulent les garder longtemps, ces deux pilotes-là, puis une loyauté envers les deux pilotes, autant qu'ils demandent aux pilotes d'être loyaux envers l'écurie. Donc, moi, je trouve que c'est assez unique là, ce qui se passe en ce moment chez McLaren. J'ai pas vu ça souvent. Je lisais un commentaire des auditeurs, Spencer, qui nous a écrit, qui lui mentionne que trouve ça décevant, lui, pour lui, dans l'histoire de la F1, ce qu'on parle encore, ben, c'est des histoires justement comme Rosberg, Hamilton, ou même Hamilton, Alonso, des choses comme ça qui, oui, il y a de la controverse, mais c'est de la compétition, ça fait partie du sport. Tu as mentionné, puis je trouve que ça va un peu dans le même sens que ce que Spencer nous a écrit. Puis tu as mentionné aussi les injustices, c'est pas parfait, mais le sport est comme ça aussi, Mhm. c'est pas toujours parfait. C'est ça qui rend ça beau. C'est que si tout était juste, l'histoire serait bien différente. Là. Des fois, il arrive des choses qu'on ne contrôle pas. La semaine dernière, non, peut-être l'autre semaine d'avant, c'est bon, quand on a fait le retour ensemble, il est arrivé la Oui, situation où ce que Lando Norris a eu c'est l'abandon avec le moteur, puis Jacques Villeneuve avait mentionné qu'aujourd'hui, ça ne se rebalance pas, ce genre de choses-là, parce que c'est vrai. des troubles mécaniques, ça arrive très rarement. Puis je t'avais demandé la question, puis c'était correct à ce moment-là, mais je veux savoir si tu as encore la même opinion. Moi, pour moi, ma peur, c'était qu'on cherche à égaliser ce qui s'est produit.
qu'on cherche à ramener la situation juste parce qu'il y a eu un trouble mécanique, on se sent coupable du côté de McLaren, puis on essaie de ramener Lando Norris dans le championnat pour ne pas qu'à la fin de la saison, on dise ben, il a perdu à cause d'un trouble mécanique. Avec ce qui est arrivé en fin de semaine, s'il n'y avait pas eu l'abandon la semaine d'avant, penses-tu qu'on aurait pris une décision différente ou que c'est un peu ça derrière cette fameuse tu sais qu'on s'est dit, oh, ça peut pas arriver 2 fins de semaine de suite que c'est de notre faute. Fait que là, on a décidé de réagir à ça ou tu penses que c'est deux cas complètement séparés, ça n'a même pas traversé notre esprit du côté de McLaren? Moi, pour Deux ma cas part, complètement ah séparés. oui, tu penses, Ah, moi, je pense absolument, que je suis c'était dans leur convaincu. tête, ouais. McLaren, c'est très bien. Tu sais, y aurait-tu de l'air fou à ce qu'ils se disent, OK, on va essayer là, sans trop le vouloir, mais tu sais, on va quand même donner un petit oomph supplémentaire à Norris. Puis là, tout à coup, premièrement, tu risques parce que quand tu pousses ta mécanique, des fois, ça mène à des abandons. Puis qu'est-ce qui arrive si Piastri, venant de nulle part, parce que je m'y attends pas, mais lui aussi subit un abandon mécanique à quelque part à un moment donné. Mhm. Qu'est-ce qui arrivera dans ce scénario-là? Ben là, tu aurais désavantagé Piastri, puis je suis convaincu, moi, que dans la haute direction de McLaren, là, c'est un des derniers scénarios qu'ils veulent, c'est d'avantager un pilote par rapport à l'autre. Non, je Alors, comprends. moi, je Ouais, je pense comprends pas du ton tout. point. Je comprends ton point parce que là, si tu remets ça, moi, je dis pas de les ramener égales, mais on veut pas qu'il y ait, là, on aurait eu peur parce qu'il Ouais. y aurait eu un gouffre qui se serait créé, là, ça aurait grossi. Là, dans le fond, on a rétréci l'écart, fait qu'on a un peu rattrapé ce qu'on a coûté, Et qu'est-ce même qui si nous c'est. dit pas qu'à un certain moment donné, il y a un départ comme à Abu Dhabi l'an dernier, puis là, Mhm. tu as un Max Verstappen ambitieux, bang, rentre dans la Piastri dès le premier virage, tu sais, avec 4-5 courses à faire. C'est tout à fait possible. Oui. Donc, tu peux pas. C'est comme quand dans n'importe quel sport, si tu rentres, si tu sautes sur la glace ou tu rentres dans la compétition, puis tu as juste un mindset, là, excusez-moi l'anglicisme, tu peux pas te dire, ah là, je vais y aller à moitié parce que tu sais, je veux équilibrer les choses. Ah non, on connaît juste une façon de fonctionner, on y va à fond, on essaie de gagner le plus possible. Puis McLaren trouve le moyen de garder cet état d'esprit-là tout en gérant bien ces deux pilotes. Puis c'est les pilotes qui comprennent qu'ils ont des sacrifices à faire s'ils veulent rester à long terme au sein d'une équipe qui, peut-être encore l'année prochaine, sera tout aussi dominante. Puis si c'est le cas, ça va être pour 4-5 ans. Donc, il y a beaucoup à gagner là, à faire les petits sacrifices qu'ils font actuellement, Une chose selon mon est sens. sûre, c'est que ça a été polarisant. Ça a pas été. Tu sais, tout le monde a une opinion différente versus ça. Quand je regarde le sondage qu'on a laissé sur la page Facebook du F1 Podcast, que j'invite justement les auditeurs qui ne l'ont pas déjà fait à nous rejoindre justement sur la page Facebook. C'est toujours le fun d'échanger avec vous. Même vous pouvez nous lire puis avoir justement les horaires des podcasts et toutes ces choses-là. Je regarde, il y a quand même 262 personnes qui croient qu'Oscar Piastri méritait de terminer devant Lando Norris. Il y en a quand même 189 qui disent que Lando Norris ben, aurait dû quand même, lui, de son côté, peut-être, ben, il méritait il y a moins de personnes là, qui pensent que c'est Lando qui aurait dû. Toujours un facteur erreur, bien sûr. Il y a Marc-Antoine Garand qui, lui, est indécis. Moi, je suis un peu dans son école de pensée. C'est que je comprends qu'il n'a pas volé Lando Norris non plus. Puis de l'autre côté, ben, Oscar Piastri n'a rien demandé, puis s'est retrouvé à être obligé de redonner la position. Ton côté, JC, j'aime l'explication de Simon. Est-ce que tu vois ça comme ça, toi, que c'est impossible que McLaren voudrait se sente un peu coupable de ce qui était arrivé, puis que on essaie, c'est trop dangereux d'essayer de rééquilibrer la situation, ou tu penses que c'était dans leur arrière-pensée, puis qu'on se dit, oh non, on peut pas être responsable des malheurs de Lando 2 semaines d'affilée, puis on veut pas la presse britannique qui nous tombe sa tomate. Non, exact. Je crois qu'ils ont évité peut-être une plus grosse controverse et surtout, j'ai aimé le point de Simon, là, j'avais réfléchi et c'est exactement ça. Oscar aurait eu beaucoup plus à perdre à essayer de garder sa position et ses 3 points supplémentaires pour ce Grand Prix-ci, à potentiellement tourner une bonne partie de l'équipe de McLaren à dos, Mm. d'avoir du mauvais karma, d'avoir beaucoup d'animosité dans l'équipe suite à ça, que de faire, tu sais quoi, correct. Comme il dit, j'avale une petite couleuvre, on va essayer de garder les choses plus cool, d'essayer de pas créer de remous, et on verra pour la suite, mais je suis sûr que là, euh, Oscar doit et Mark Webber, parce que Mark Webber connaît Mhm. son agent, connaît très bien les dynamiques intra-équipe très très délicates, disons. Il doit lui dire, OK, parfait, on leur a donné un passe droit, mais à partir de maintenant, s'il y a de quoi qui arrive, tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Je suis pas un oracle, mais je suis pas mal certain qu'il y a quelque chose de ce genre
qui se trimballe dans la mentalité de Oscar Piastri pour la fin de la saison, certainement. Moi, en voulant dire que là, les bons comptes font les bons amis. C'est correct, on est égal. De, faveur rendue a été remis, puis toutes ces choses-là. Mais que prochaine fois que le téléphone sonne, là, que prochaine fois qu'on décide de demander quelque chose à Oscar Piastri, ben là, Mais ben c'est ça justement, ou du même du il y a côté une de Lando chose qui est Norris. sûre aussi, à chaque fois que Piastri avale une couleuvre comme ça, le moment où il va décider de penser à lui puis à sa quête du titre mondial puis de ne pas écouter ce qu'on lui demande de faire chez McLaren, le fait qu'il décide cette fois-là de ne pas écouter, ça va avoir beaucoup plus de poids que s'il l'avait jamais fait. Tu Ah, lui pense à lui 100%. depuis le début, il pense pas à nous autres. Mais là, c'est le contraire. Il en a fait beaucoup des sacrifices. Mhm. Là, il a décidé de jouer solo pour lui. Fait que là, McLaren va aussi avoir à réfléchir à quelque part. OK, on a été trop loin, on a trop demandé. Il va avoir beaucoup de poids quand il va décider d'agir pour de vrai, là. Si ça vous convient, les gars, on va clore le sujet avec ça Mhm. sur l'histoire Orange Papaye. Je pense que ça revient un peu comme les auditeurs. Il y a plusieurs volets à ça, plusieurs analyses à en tirer. Puis j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Je dis ça toutes les fois qu'on finit un sujet sur cette fameuse règle-là. Moi, je me suis déjà prononcé à plusieurs reprises, fait que j'ai pas envie de radoter encore ce que je pense que les gens le savent, là, que la règle Orange Papaye, elle me tape sur le papaye depuis un bon petit bout. J'espère que ça va se replacer, sauf que de tout ce qu'on a vu à date, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a vu en fin de semaine qui me dérange le plus. J'ai vu d'autres choses qui m'ont plus dérangé, puis je ne pense, moi, j'aime pas le fait qu'on dit que c'était comme Hongrie. Je pense qu'il y a des grosses différences avec ça, mais quand même. Autre sujet aussi que je vais vouloir aborder dans les prochaines semaines, puis vous pourrez peut-être vous faire une thèse là-dessus, c'est que ça vient d'une question d'Éric Bolduc, puis qui trouve que Zach Brown semble avoir des meilleures réactions lorsque c'est Lando Norris qui gagne plutôt qu'Oscar Piastri. C'est sûr qu'il y a un lien fort là, entre Zach Brown et Lando Norris puisque depuis 2016 il est allé le chercher puis c'est probablement le premier pilote que Brown a emmené avec lui lorsqu'il a pris sa première grande décision pour McLaren. Donc j'ai envie de dire que c'est à cause de ça qu'il y a une certaine affection, qu'il y a un certain sentiment. J'espère que ça affecte pas les décisions. Jusqu'à maintenant, j'ai pas rien vu qui va dans le sens que Zach Brown essaie de favoriser, mais c'est vrai. La question d'Éric Bolduc est quand même bonne, là, est quand même valable que il y a les réactions sont différentes lorsque c'est Norris qui gagne plutôt que Piastri. Puis il n'est pas le seul à m'avoir écrit là-dessus, donc plusieurs personnes qui réalisent ce genre de comportement-là. Je voulais qu'on se penche un peu sur le marché des pilotes, le mercato qu'on appelle du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, il se passe pas grand-chose. On n'a pas signé Anthony, on n'a pas signé Russell. J'écoutais Martin Brundle cette semaine, que j'aime beaucoup, à quelques reprises. Je trouve que ses commentaires sont précis. Lui, il a pour son dire. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné à François il y a quelques semaines. C'était ma peur il y a quelque chose qui a cassé, probablement, ou qui a été abîmé dans la relation entre George Russell et Mercedes. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas de signature et rien qui a été fait. Mais aussi qu'on continue de négocier le terme, la sécurité d'emploi, ces choses-là. J'ai tendance, parce que je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, j'ai tendance à me ranger du côté de Brundle. Je trouve que là, on peut encore analyser le dossier encore mieux parce qu'avec le temps, tout ce qu'on a vécu les dernières semaines, est-ce que ta perception a changé, François? On le voit là dans le sport, lorsqu'il y a des négociations, même dans le domaine, dans tous les domaines, on voit ça, des négociations ardues. Lorsqu'on va en arbitrage, il y a des choses comme ça, des fois, ça laisse des traces. Es-tu encore d'accord qu'il n'y a rien qui a changé entre Mercedes et Russell ou tu penses que ça a peut-être affecté George plus qu'on pense? Ben là, maintenant que c'est plus long à ce que ce contrat-là soit signé, c'est pas impossible. Écoute, je le sais pas parce que je suis pas dans le secret des dieux, Non. mais c'est certain que ça peut l'avoir, c'est sûr, ça peut l'avoir froissé. Surtout que George Russell, en termes de performance cette année, fait tout pour, tu sais, il fait vraiment le maximum là. Je sais pas comment il pourrait faire mieux là avec la machine qu'il a. C'est le genre de truc, là, ces discussions-là contractuelles qui peuvent, oui, briser la relation dans une équipe. Hein. On l'a vu dans le temps avec Button, Williams, BAR. Tu sais, il y avait beaucoup de discussions comme ça. Palou en IndyCar voulait aller avec McLaren. Finalement, Ganassi s'est battu, s'est allé en cours. Là, il est encore avec Ganassi, gagne des championnats. Ils ont probablement bien réussi à
à récupérer cette relation-là. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des petits. Il peut toujours avoir. On pardonne, mais on n'oublie pas. Là, avec Russell, ben là, je pense qu'il est temps qu'il soit signé. Là. Qu'est-ce qui se passe pour 2026 avec lui? C'est peut-être juste de son côté. Il y a peut-être quelque chose que Russell veut aussi, que Mercedes n'est pas prêt à lui donner, ou une demande que Mercedes a, que Russell n'est pas prêt à leur donner. On ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas, à moins que vous ayez un renseignement à me donner. Là. Non, moi, je continue à dire qu'il veut une sécurité d'emploi. Si on a l'intention de retourner à la chasse à Verstappen dans la prochaine année, Ouais. c'est sûr que là, lui, il se dit, ben, si vous êtes pour briser mon contrat, ce que je trouve un peu drôle, c'est que Mhm. Russell a souvent été confiant de dire, ah, pour ceux qui pensent que c'est moi qui aurais été remplacé si Verstappen s'en va, on dirait que ça l'irrite un peu que les gens comptaient que c'est Anthony qui reste. Maintenant, avec ce qui se passe du côté d'Antonelli, il est Ouais. jeune, j'espère qu'on ne laissera pas le projet. Mais c'est sûr que le meilleur duo serait, tu sais, c'est Verstappen et Russell. Russell ensemble. Sauf que Mhm. pour le futur, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Est-ce que Piastri va débloquer à un côté? Mais là, pour l'instant, c'est sûr qu'il y a ces négociations, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais d'un côté, c'est sûr que Russell, lui, il remplit ses tâches, tu sais, il livre la marchandise week-end après week-end, donc il est en droit non seulement de probablement demander plus de salaire, mais aussi de demander, de dire si jamais vous prenez une décision, puis que je me retrouve, moi, un peu à être obligé de me chercher un autre emploi, mais je veux être payé pour ça. Ton côté, Simon, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est brisé? Y a quelque chose qui se passe de ce côté-là? Puis le côté Antonelli, je sais que ça te préoccupe un peu là, parce qu'on commence du bout des lèvres un peu Toto Wolff le Ouais. critiquer en disant que il faut pas que les pilotes fassent des erreurs. Comment tu vois cette situation-là du côté de Mercedes? Ben, du côté de Russell, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé parce que peut-être que brisé c'est trop fort, là, mais c'est sûr que ce Abîmé. qui s'est passé, là, ouais, Ouais. ça laisse des traces. Tu sais, de savoir que ton employeur courtise activement quelqu'un d'autre, au point personne ne s'en cache vraiment. Puis, Je pensais pas je pensais tellement pas le mot que t'allais. Excuse-moi. Quand t'as de commencé avec quoi? K, je pensais tellement qu'il s'en allait ailleurs, mais c'est correct, continue. Non, non. Mais écoute, c'est juste que dans le sport, on le voit souvent, les joueurs sont attachés à l'équipe où ils jouent. Puis là, à un moment donné, ils se font rappeler que c'est une business. Ben, tu sais, avec le temps, les joueurs ils ont compris que c'était une business aussi, puis ça vaut pour les pilotes de Formule 1. Puis là, il se trouve que Russell est dans une situation où Mercedes n'a plus personne là, pour mettre à sa place l'année prochaine. Là. En plus, il a vu que clairement, tu sais, il aurait bien aimé ça amener Verstappen dans l'équipe. C'est sûr que ça aurait fragilisé la position de Russell, que ce soit lui ou non qui reste dans l'équipe après coup. Fait que, tu sais, c'est sûr que Russell, tu vois ça, tu te dis, ben là, maintenant ils sont pris pour me signer, fait que moi je vais essayer d'aller chercher le maximum. Tu sais, je me dois ça à moi, puis je trouve que c'est tout à fait logique. Puis Puis en même temps, lui, Mercedes, il peut ben, pas, en même temps, il peut pas aller nulle part aussi. Mhm. effectivement, mais c'est Alpine, la il peut même aller chez chose pour Alpine. Mercedes. Oui, Qui irait Alpine, oui. chercher d'autres? Ouais. Tu sais, je sais pas, là, Mhm. Piastri qui se fâche puis qui décide de s'en aller, tu sais, je pense que c'est pas mal tiré par les cheveux. Oui, 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 oui. Alors, il y a pas, ils sont comme pris pour s'entendre. Puis C'est là, ça. ben, je trouve que c'est Russell qui a le gros bout du bâton. Puis pour ce qui est d'Antonelli, j'aimerais juste ça qu'on soit patient, puis vraiment patient pour vrai avec lui, parce que tout le monde Mhm. le savait que c'était risqué. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui n'ont pas recommandé de l'emmener tout de suite chez Mercedes. Il a pas eu le temps de gagner en F2. Il était pas mal, il était là, tu sais, il était compétitif, mais il dominait pas là, l'année dernière. Donc là, on le sait que c'est un projet. Ben, j'espère, mon Dieu, que tu vas te donner la chance d'amener ton projet à terme, puis tu vas être patient pour laisser la chance aux jeunes d'éclore. Sinon, ça t'a donné quoi de faire ça? Mais, tu sais, si on dit que ça a peut-être abîmé la relation entre Russell et Mercedes. D'un autre côté, est-ce que ça n'a pas affecté Anthony, le fait qu'on lui donne pas un contrat présentement, le fait qu'on le laisse un peu, je sais que c'est un milieu Ouais. professionnel, bienvenue dans le monde des piranhas, on la connaît cette phrase-là dans le monde de la Formule Mhm. 1, mais un jeune comme ça, là, justement, lui faire signer son contrat, Toto Wolff le dit il y a quelques semaines, mes pilotes vont partir la tête tranquille en vacances, mais il est pas fou, Antonelli, là, il est à l'ère des réseaux sociaux dans sa génération, ses amis disent comment ça t'as pas ton contrat? Est-ce que c'est ça qui vient de déranger aussi? C'est pas une pression inutile qu'on laisse au-dessus de sa tête? Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Oui, tout à fait. Hein? Effectivement, je suis d'accord. C'est pas nécessaire. Tu prends un jeune, tu l'emmènes en Formule 1, tu sais que c'est risqué, mais tu y crois tellement, c'est tellement un joyau à polir, un diamant à polir, que tu dis, moi, je l'emmène tout de suite, puis on va travailler avec lui, puis on va s'arranger pour qu'il devienne le champion que le destin lui réserve. Ben, à un moment donné, 6 mois plus tard, ça serait temps que, tu sais,
C'est comme Tu peux pas obligé de changer d'idée. continuer. C'est ça. Antonelli, lui, il se dit, ben là, coudonc, sais-tu, as-tu plus confiance en moi ou c'est quoi Mhm. exactement, là? Donc, Puis je me rappelle que Toto Wolff a déjà été très critique. Tu sais, on s'en est déjà parlé. Moi, je trouve que Toto Wolff, des fois, il se prend pour Stefano Domenicali. Il a l'impression qu'il est le président de tous les directeurs, là. ouais. On l'a vu se mêler de l'histoire un peu de McLaren, toutes ces choses-là. Mais je l'ai déjà entendu critiquer Red Bull pour l'approche envers leurs jeunes pilotes. Puis là, il faudrait pas qu'ils tombent dans ce piège-là non plus. Ben, Moi, exactement, exactement, c'est un bon point. Parce que Red Bull, leur modèle, c'est tu prends un jeune, là, phénoménal, puis tu l'emmènes maintenant dès que possible là, dans la grande écurie, puis il va tout de suite être fort. Puis si ça prend du temps avant qu'il devienne bon, on le tasse, puis il va être bon ailleurs. Ben, il faudrait pas que Mercedes tombe dans le même piège. tombe dans le même piège parce qu'Antonelli, moi, pour moi, il... Kimi Antonelli, excusez-moi, fallait que je le fasse une T'aimes fois. ça, hein? Mais, 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 mais je pense qu'il fallait. C'est un gars de Formule 1, c'est un bon pilote, c'est un gars qui va avoir sa Ben place. Est-ce oui, qu'il va être un futur champion du monde? Je pense qu'il est trop fin pour ça, mais ça, c'est mon opinion. Mais quand même, oui, c'est un diamant, peut-être un peu plus brut que ce qu'on croyait à c'est la ça. Il base. faut travailler plus fort. C'est ça. Ce qui te dérange, là, JC, j'ai le goût que que tu te prononces là-dessus. Moi, j'ai l'impression que ce qui dérange Mercedes, là, c'est que le développement d'Antonelli est un peu à l'envers des autres. Tu sais, on voit un Gabriel Bortoleto qui a commencé à l'image de son écurie, qui a commencé tranquillement, puis ça, c'est normal. Il fallait qu'elle prenne les rouages du métier, puis toutes ces choses-là. Puis là, il commence vraiment à se développer. On voit une courbe de progression. Le monde commence à être en admiration devant lui. Les gens le découvrent, là. On sait c'est qui Gabriel Bortoleto. Il n'y a personne qui écoute la Formule 1 de près ou de loin là, maintenant qui ne sait pas c'est qui. Là. On entend parler là, dans les week-ends. Il ne se promène pas à l'arrière. Là. C'est pas un passager du peloton. Là. Puis après ça, ben, tu as des gars comme Berman qui est toujours 11e. Il y a une certaine constance qui commence à s'accumuler. Tu as un gars comme Hadjar qui a eu son premier podium. Mais du côté d'Antonelli, a débuté la saison très très fort, comme s'il était un gars qui avait fait ça toute sa vie. Puis là, finalement, là, ça commence à casser. Donc, cette courbe de progression-là, à l'envers, est-ce que c'est pas ça qui dérange un peu Mercedes ici? Je crois que la raison pour laquelle on sent vraiment une décroissance de son côté, c'est qu'il y a eu une croissance de pression de son côté accumulée, un fardeau qui a dû porter depuis le début de l'année, mais qui a finalement pris son poids sur lui pour un jeune de 18 ans. Mhm. J'ai vraiment l'impression que Après le ces podium à incidents, Montréal? Parce que ça aussi, ça a été le oui, point tournant. Depuis ce ben temps-là, oui, ouais. ben oui, c'est ça, exact. Il y a Mhm. eu sa pole sprint à Miami, il y a eu son podium à Montréal. Mhm. Et là, après ça, il y a eu quelques incidents. C'est des sorties de piste, en essai libre, en début de week-end, avec la plus récente addition qui est le dernier week-end à Monza, en FP1. Et là, ben, tu commences ton week-end sur déjà une très mauvaise note. Tu es un jeune pilote qui est probablement qui a des grosses fluctuations émotionnelles. Et là, tu es déjà démoli à ta première sortie du week-end. Et là, il faut que tu te rebâtisses au fur et à mesure que le week-end avance. Mhm. Et il est pas encore assez outillé pour avoir sa confiance passive de dire, ah, tu sais quoi, c'est pas grave si je l'ai mis dans le bac à gravier là, à mon 8e tour. Là. Puis j'ai pas, je me suis enlevé plein de temps très précieux pour pouvoir apprendre ou juste apprendre la voiture ou peu importe. Là, à chaque fois, il faut qu'il se rebâtisse, puis c'est dur pour lui. On le sent, là. Il s'est un petit peu tiré dans le pied aussi, et ça, je blâme plus son entourage à Imola, là, quand il a apporté Oui. ses équipiers hey, c'est du Mhm. stock à gérer là, pour un jeune de Mhm. 18 ans. Puis je pense que c'est ça, il venait d'avoir 18 ans. Hey, c'est trop de variables à gérer. Il faut que tu sois concentré à tes affaires au week-end de course, surtout quand c'est ton premier week-end de F1 à la maison. Et d'autres exemples peuvent s'en suivre, mais c'est vraiment ça l'essentiel de ce que je veux dire, c'est que les autres ont eu, il y avait pas le, toute l'attention depuis le début de la saison et les autres ont pu faire leurs preuves et s'outiller dans l'ombre un peu plus et sortir quand ils se sentaient confortables et avoir des bons résultats. Et là, ah wow, ça sort de où ça, Bortoleto qui sort en Mhm. Q3 là et Adjar sort sur le podium et Berman toujours aussi constant, alors que lui, il a commencé trop haut, il ne peut que retomber. Donc c'est ça qui est difficile. Mais c'est le bout que je mentionnais en début d'année. Il y avait des auditeurs. Kevin Fontaine, notre collaborateur, lui avait choisi Antonelli qui serait recrue de l'année. Puis il y a des gens qui me disaient ah ben c'est facile. Puis c'était pas contre Kevin. Puis on l'a même fait dans le sondage, mais disait oh c'est facile prendre Antonelli, il va être dans la voiture Mercedes. Moi j'étais pas de cet avis-là parce que je me dis c'est gros Mercedes. Tu vas avoir plus de réflecteurs, plus de pression. Tu as des commanditaires, tu as l'entreprise Mercedes.
c'est la voiture qui appartenait à Lewis Hamilton pendant toutes ces années-là. Même si Hmm. j'ai dit souvent, c'est déraisonnable de faire le lien se fait naturellement. Puis on le protège mal aussi. J'ai entendu des journalistes aller dans ce Ouais. côté-là, qu'on Ouais. l'envoie. Encore, Kevin m'avait mentionné, à Montréal, la plupart des pilotes n'arrêtaient pas devant l'hôtel. Certains, c'est plate pour les partisans, mais devant l'hôtel de Queen Elizabeth, je pense qu'ils sont des fois, ou ces choses-là, mais n'arrêtait pas de voir nécessairement les partisans. Puis Antonini est sorti, a commencé à signer des casquettes, puis il était là vraiment longtemps. Je t'attends que quelqu'un vienne le chercher, puis dire, ouais, en dedans. Mais lui, puis on le voit là sur des réseaux sociaux, des fois avant les Grands Prix, aller voir les partisans signer. Je pense que c'est une belle façon. On le laisse aller. Puis je pense il y a un côté à travers ça que Mercedes voudrait peut-être l'empêcher de faire, sauf qu'on a quand même un vide à combler. C'est le vide de Lewis Hamilton. Lewis, c'est gros, là. Lewis remplissait justement les journées médiatiques, le monde qui veut le voir, signer des choses. On veut encore vendre la marchandise du côté de Mercedes, là. C'est pas, tu sais, George Russell, c'est un gars sympathique, mais c'est pas le gars non Non, plus que le grand Il aura, n'a pas le là. même brand là, que Ouais, exact. Hamilton, ça, non, c'est C'est sûr. pas ça, du tout. c'est ça. Fait que je pense qu'on veut essayer aussi, on est comme tiraillé entre les deux ça. On veut le Antonelli qui bâtit sa carrière puis qui travaille sur ses performances, mais on veut aussi le petit gars sympathique avec le beau sourire qu'on a vu dans le documentaire Netflix, qui est attachant. On veut aussi le monétiser. C'est ça le problème. Puis je pense Mhm. que faut Hmm. balancer un petit peu les deux présentement du côté de Mercedes et c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Mais JC, tu mentionnais le stress. Là, tu sais, une fois que tu es arrivé, tu comprends-tu? Tu sais, des fois, on pense qu'on est arrivé. Là, tu as eu la pole. Il y a eu la pause que je parle comme si c'était toi, Antonelli. J'aurais Il y aimé a- ça, mais non. Ouais. J'espère que tu seras avec nous pareil à soir. Mais en tout cas, il y a eu la pole. Après ça, il y a eu le podium. Puis là, tu commences à penser, ben moi, je suis arrivé. Fait que là, des septièmes places, est-ce que tu tombes pas tout de suite dans le fait que ben, moi, finir septième, sixième, c'est pas ça que je veux. Il y a une certaine pression de vouloir bien faire, de vouloir répéter l'exploit que tu as fait. Puis là, à ce moment-là, tu peux te perdre là-dedans, puis toutes ces choses-là. Puis le but, moi, le contrat, là, je pense que c'est quelque chose qui, si on veut rendre un coup de main là, à Kimi Antonelli, hum, montrez-lui donc là, que, gars, on t'a emmené, on te laissera pas tomber. Concentre-toi sur ton avenir, voici ton contrat. Puis en plus, là, on le sait en F1, là, si ça fonctionne vraiment pas, puis je veux pas qu'on en arrive là, mais un contrat d'un gars là, avec une saison en Formule 1, là, c'est pas ça qui est bien dispendieux à Non, déchirer c'est non ça. plus. Là. En tout cas, si Ça jamais ils se sont pas rachète facilement. c'est ça. Puis si jamais ils savent pas comment, ben ils demanderont à Red Bull. Red Bull va leur expliquer comment ça se fait. Comment, comment on met fin à ce genre de contrat-là. Et j'ai une question qui vient des auditeurs par rapport justement aux signatures de contrats puis toutes ces choses-là qu'on rencontre un petit peu. Euh, Sergio Perez qui a été choisi par Cadillac. Moi, j'ai été très sévère avec Sergio Perez dans ses derniers moments en Formule 1. Je dirais même que ça a commencé à débouler à partir de 2023, pour ne pas dire 2022, même qu'il y a eu des moments que j'ai trouvé qui n'étaient pas très bons, mais quand même, 2023, c'était pas très, très fort. 2024, c'était vraiment pas bon. Puis là, c'est ça, là, tout d'un coup, Sergio a été choisi par Cadillac, tout ça. J'ai Xavier Carl qui nous a formulé une question, savoir qu'est-ce qu'on pense de Sergio Perez. Il m'a dit, je veux savoir qu'est-ce que les collaborateurs, c'est quoi leur perception. Il me dit, emmène ça comme tu veux. Il m'a donné carte blanche de comment vous poser la question. Donc, j'ai décidé de jouer à un petit jeu très, très simple. Qui va avoir plus de points la saison prochaine ou qui va connaître plus de succès? Je commence avec toi, François. Valtteri Ah, Bottas ou Sergio Perez? je me suis déjà prononcé là-dessus sur la page. C'était Bottas que j'avais choisi comme étant celui qui ferait le plus de points sur son coéquipier. De ton côté, Simon, qui va faire le plus de points? Je veux pas dire points parce qu'on ne sait pas avec une nouvelle écurie, mais qui va connaître plus de succès là, chez Cadillac à la première saison? Ceux qui suivent les commentaires là, après chaque épisode savent que je suis pas chaud là, du duo qui a été choisi chez Cadillac. Non, ça fait Ouais, longtemps que ça, tu nous le moi, dis je en le sais, plus. ça. Oui, c'est Disons ça. que c'était facile. Ah, ils sont libres, on va y Hein? signer. Tu sais. Mais Mhm. en tout cas, j'aurais aimé ça plus d'audace. Mais entre les deux, j'aurais privilégié Bottas, puis je pense que c'est Bottas qui va avoir le plus de succès. Puis je pense que si c'est difficile, le fait que Bottas ait été chez Alfa Romeo, là, Sauber, là, jusqu'à l'année passée, va faire qu'il va être moins perdu, là, puis il va quand même continuer de se battre plus que Perez, que je pense que le moral est moins fort. Tu fais référence aux gens qui suivent les commentaires, mais je vais faire référence aux gens qui suivent le podcast aussi. Moi, j'ai dit l'année dernière souvent que Sergio Perez, c'est comme s'il y avait un sac à dos, là.
Puis à toutes les Mhm. fois qu'il arrivait avec son sac qui devenait de plus en plus lourd, il arrivait à un week-end de course, puis je vais me reprendre, je vais connaître du succès. Puis là, il y avait une sortie de piste, puis il arrivait quelque chose. Je disais, ben là, on vient de prendre du poids, puis on en a rajouté dans le sac à dos. Puis plus qu'il allait à des nouvelles destinations, plus qu'il arrivait quelque chose, puis le sac était rendu tellement lourd. Là, il a peut-être enlevé le sac, mais j'ai l'impression qu'il peut revenir très vite. Je comprends ce que tu veux dire de ton côté, Simon, parce que Bottas, bah, il a fait 0 point la dernière saison en F1 avec lui. Pour lui, ben, c'est une nouvelle écurie. Je me mets tu sais, c'est pas un gars qui a l'air très nerveux, mais j'ai l'impression que Perez, ça pourrait devenir lourd très rapidement si jamais on n'est pas Ouais. capable de différencier c'est-tu l'écurie ou c'est lui tout simplement qui a S'il pas sort de retrouvé. piste au deuxième Grand Prix, Et là, ça voilà. sera pas long que les gens vont dire ah, encore le vieux L'écurie. Perez. Tu sais. C'est ça, exactement. Fait que ça peut devenir lourd plus rapidement pour Perez que pour Bottas. J'aime beaucoup ce point-là. Je le partage. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ton côté, Jean-Christophe, toi, tu dis que c'est Perez champion du monde la saison prochaine, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement. Et c'est la dernière fois qu'il sera à Avant notre Bakou. podcast. Oh boy, non, mais moi aussi, je seconde les commentaires. Je crois vraiment que c'est Bottas qui aura l'avantage. Selon moi, le pilote le plus complet, le plus rapide des deux. Donc, à voir. Autre question, on continue le jeu. Ça vient de Eric Lindros, connu maintenant sur le nom de John Kirst. Aux dernières nouvelles, il n'a pas changé de nom encore, mais peut-être qu'il va en avoir un troisième nom. Mais il m'a envoyé une question très pertinente il n'y a pas si longtemps que ça sur Hadjar après son podium, lorsqu'il a terminé troisième, dit qu'est-ce qu'on fait avec Hadjar? Quand est-ce qu'il va arriver avec Red Bull? Quand est-ce qu'ils vont l'emmener? Puis moi, je suis d'accord avec lui, ce qui m'a fait dire que c'est plus une question de si, c'est une question de quand. Isaac Hadjar va se rendre du côté de la grande écurie et c'est ce que j'ai envie de jouer avec vous aujourd'hui. Vous êtes l'agent de Isaac et moi, je suis en négociation. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec Isaac. Quand est-ce qu'on l'apporte dans la grande écurie? Votre rôle, c'est, oui, d'assurer son avenir, d'assurer son portefeuille, mais aussi de protéger votre client. François, tu serais à l'aise avec quoi comme plan pour lui? Si je te dis, on l'apporte avant la fin de la saison, est-ce que tu mets les freins? Tu dis non, je veux qu'il termine sa saison de développement chez Racing Bulls. Si je te dis, ben, on va lui donner une coupe de Grand Prix, ça va le mettre à l'aise. Après ça, qu'est-ce que tu veux faire, toi, avec ton client? Moi, je laisserais finir la saison chez Racing Bulls. En même temps, la voiture va être tellement différente l'année prochaine que, ben, justement, j'hésite toujours entre donner une dernière chance à Tsunoda dans une voiture différente qui ne sera pas aussi capricieuse, ou bien tout simplement le monter à Jar et faire de la place à Arvid Lindad. Ah On est oui, peut-être rendu là. tu donnerais Peut-être une rendu chance à là. Arvid, même si tu fais ça, tu donnes une chance à Arvid avant la fin de la saison aussi, là. C'est ça, je Ah, non, non, comprends. mais non, ce que je veux dire, OK. c'est l'an prochain, là. Ah, OK, OK, OK. Moi, Ouais, je bouge pas à Jar de OK. Racing Bulls avant la fin de l'année. Je vois pas ce que ça peut apporter. On veut avoir un vrai portrait de sa saison avec Racing Bulls, ce qu'on n'a pas avec Liam Lawson à 2 courses près. Ce qu'on n'a pas. Donc, en gros, moi, je le bougerais pas. Je le sortirais pas de sa zone de confort. La promotion irait là, au début de l'année prochaine, au plus tôt, et une année plus tard, au plus tard. De ton côté, Simon, t'es l'agent de Isaac Hadjar. Il y a plusieurs agents. C'est quelqu'un de populaire. Ouais, ouais, on se split la commission. Ouais, c'est ça. Il y a un consortium d'agents. Simon, tu fais quoi, toi? Est-ce que tu es d'accord avec François? Est-ce que tu patientes? Parce que tu m'as déjà dit, toi, tu étais comme entre les deux. Mais là, on Ouais. a eu une couple de semaines pour y penser. Ouais, puis plus ça avance, plus j'ai confiance en Isaac Hadjar. Au début de la saison, j'aurais dit Mhm. il faut qu'il fasse l'année au complet chez Red Bull. Mais honnêtement, il est tellement bon. D'ailleurs, si j'étais son gérant, la première chose, je serais bien heureux du changement à la tête de Red Bull, puis j'irais voir Mekies, puis Dr. Marco, puis je dirais, vous avez vu là, que ça sert à rien là, de mettre quelqu'un dehors après 2 courses. Et vous avez aussi vécu beaucoup la déconfiture de voir votre voiture en P20. Puis vous avez vu que c'est pas en changeant de pilote que ça change, hein, pour la Mhm. deuxième Red Bull. Donc maintenant que tout ça est vécu, puis qu'il n'y a plus de traumatisme à expérimenter, tu sais, j'aimerais donner la chance à mon client de voir la différence parce qu'on est dans une Racing Bull qui est facile à conduire et il y a une Red Bull qui est difficile à conduire. Alors, je veux qu'il sache, tu sais, à quel point la marche est haute puis qu'il en soit conscient pour l'intersaison. Alors, dans ce sens-là, je le verrais bien arriver chez Red Bull au Qatar. Puis Tsunoda, ben, il a eu sa chance. Puis C'est malheureusement pas pour fou, lui, par ça ne exemple. fonctionne J'aime pas. ça.
Ah, il a mentionné Pardon? 14, François. Je dis, Ouais, non, ben, ça, Ah par ouais, ben, exemple. c'est parce que c'est l'avant-dernier Grand Non, Prix, là. non, C'est pas parce que mais j'aime le non, circuit, là. non, Ça, c'est Non, c'est non, ça. je sûr. sais. Je pense pas qu'il avait fait exprès de nous piquer avec ça, mais j'avais pas vu ça de cette façon-là. Je trouve ça intéressant Ouais. comme point de Fait que, vue. s'il était conscient là, de la bouchée à prendre avant l'intersaison, je pense que ça lui nuirait pas. Et honnêtement, moi, je suis tombé sous le charme du talent d'Adjar cette année. Donc, j'aurais confiance l'année prochaine. Je ne dis pas qu'il va battre Verstappen, là, mais qu'il se démarque quand même. Mais Non, ce non, serait non. plaisant pour nous aussi, parce qu'on pourrait voir si La il voiture. serait capable. Ouais, est-ce que Ouais. Isaac Hadjar pourrait apporter quelque chose à cette voiture-là, ou ben non, finalement, cette voiture-là, elle est Ouais, catastrophique pour tout le effectivement. monde. C'est vrai que j'aimerais vraiment ça voir ça, par exemple. Docteur Marco, il disait aujourd'hui, puis je vais en venir avec toi, JC, ce sera pas bien long. Docteur Bon. Marco mentionnait aujourd'hui que, ben, il l'a déjà dit pour d'autres pilotes, mais que ça, c'est un peu différent, que Isaac va s'acclimater très vite à une voiture et à un circuit. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, il y a eu la Racing Bulls et tout le monde semble quand même bien s'acclimater à cette voiture-là. Mais le fait qu'il apprivoise des circuits qu'il n'a jamais été, il a, faut faire attention dans les comparaisons. Il n'a pas voulu le comparer à Verstappen, mais il a dit que c'est un semblant de Verstappen dans le sens que Max y arrive, puis dès le vendredi, dès la première fois qu'il va en piste, il est quand même incapable de soutirer le maximum de la voiture. Il ne serait pas nécessairement premier, ça arrive des fois les vendredis qui est plus loin, mais il est quand même tout de suite capable d'identifier la limite de la voiture. Et Dr. Marco plutôt, disait qu'il reconnaissait ça envers Isaac Hadjar. Laurent Mekies avait mentionné aussi qu'il apprend très vite, il est à l'écoute aussi. Donc, pour lui, il a le caractère d'aller aux côtés de Verstappen. Ça, je l'ai entendu déjà, Dr. Marco, dire ça pour Liam Lawson. Malheureusement, Mhm. Lawson n'a pas pu nous le montrer vraiment s'il était capable d'être aux côtés de Verstappen, mais de pas nécessairement se faire déranger par des temps qui sont des temps parfois surnaturels, là, des fois des super pouvoirs que Verstappen fait. Ne pas se laisser déstabiliser avec ça, mais de quand même continuer à travailler sur ses performances personnelles. Ça, c'est des belles qualités, du moins, que ça prend pour être un deuxième pilote, sauf que ça peut casser très, très vite, là. On peut arriver qu'à Sergio Perez, il est arrivé en pensant qu'il battrait Max Verstappen puis serait champion du monde chez Red Bull, puis ça l'a affecté pendant longtemps avant de comprendre que ça n'arriverait pas. De ton côté, Jean-Christophe, tu penses quoi? Si t'es l'agent d'Isaac Hadjar, tu veux quoi? Ou si, regarde, on va faire différent avec toi si tu le veux bien. Si t'étais Isaac Hadjar, tu voudrais quoi pour ton avenir? Tu veux y aller tout de suite dans la Red Bull? Parce que vous avez confiance en vous, les pilotes, on le sait, hein? Tu veux y aller tout de suite ou tu veux attendre l'année prochaine? Tu veux continuer ton développement? Ah, j'ai trouvé ça bien intéressant ce que Simon a avancé. C'est sûr, c'est ça. J'appellerai les services de Simon là, si jamais il y a quelque chose, là, mais sinon, C'est fun, il va être disponible. Simon est à l'écoute, je te dis. ouais, c'est ça. Il parle des heures Mais dans le jour, des fois. Tu peux l'appeler. Il m'a c'est pas bon, chargé exact. encore. Il m'a pas chargé encore. Peut-être qu'il a juste pas fermé son mois. C'est ça, exact, exact. Mais ça va venir, là. Mais en gros, je trouve ça intéressant de mettre les chances de ton côté. Les, les agneaux sacrifiés ont maintenant passé. On parle de Tsunoda et de Lawson pour que Aljar potentiellement puisse occuper peut-être ce siège-là plus longtemps, là, évidemment avec les nouveaux changements de règles de 2026 là, qui potentiellement on va repartir à des bases neuves. Donc, pas d'antécédents de voitures développées de manière extrêmement Pointu. particulière à la Verstappen et pointue, que là, il faut tout de coup que tu fasses une appréhension à un accéléré de 4 ans de développement ou 3 ans voyons, de développement pour essayer de matcher ou d'égaler Verstappen. T'arrives, tu peux finir la fin de l'année, comme tu dis. Là, après ça, tu as des arrières couverts. Tu te dis, moi, je veux pas me faire sortir après 2 courses si jamais on arrive avec la même conclusion qu'on est arrivé avec les deux autres. Mais on est là pour 2026 et au moins, on peut déjà s'acclimater au rythme de l'équipe et comment est-ce que ça marche dans l'écurie mère. Moi, je trouverais que ça serait ça un fit parfait. Puis encore une fois, on pourrait voir qu'est-ce que la valeur d'Arvin Lindblad. Donc, Mhm. on règle plusieurs problèmes. OK, toi, Et t'emmènes Lindblad. Moi, je veux pas me tromper, là, j'ai entendu. Tantôt, je pensais que c'était ce que François avait dit, mais lui, c'était l'année prochaine. Mais toi, t'emmènerais Lindblad tout de suite, tu laisses pas terminer sa saison en F2? il y a encore, j'ai pas tout suivi. Est-ce qu'il y a encore Oui, il y a une la lutte au titre? dérogation pour la super licence, excuse-moi. C'est ça, il y a la dérogation, mais est-ce qu'il y a encore en lutte au titre? Oh boy, ça, c'est une bonne question. J'étais sur Admettons. la page F2 il y a pas très Ouais. longtemps, messieurs. Je vais vous trouver ça Il me semble rapidement. que non. Il me semble qu'il Je- il En est, tout il est cas, descendu. s'il est, je le laisserai et on peut Ouais. garder le statu quo pour le reste de la fin de la saison. Mais s'il l'est plus, pourquoi pas? Adjar, déjà, si c'est son souhait, Non, aucune chance. c'est Aucune ça, chance, c'est hein. sûr que C'est non. ça, je pensais qu'il était sorti.
Ah, Non, il est hein? même en 7e position à C'est ça, je 73 pensais. points derrière Ouais. Fornaroli. Ah, fait qu'il n'y a C'est plus rien ça, à il me gagner semblait. là. Il n'y a plus rien C'est à ça. gagner là. Un peu Si, comme. Ouais. si Adjar est confortable, moi, personnellement, je serais confortable dans les variables comme je les ai présentées. Ça serait, tu finis la saison, tu fais deux courses, tu t'acclimates déjà à l'équipe. On s'attend pas à ce que tu sois fait anyway. C'est une voiture en fin de développement qui t'as pas eu le temps d'avoir aucune appréhension avec. Mais tu Mm. commences l'année prochaine, au moins, je sais pas comment ça marche avec Red Bull, disons une demi-saison. Et après ça, avec quelques résultats, tu assures la deuxième moitié de la saison. Mais je trouve que ça ferait bien du sens. Puis je trouve qu'il le mérite, honnêtement. Entre les trois pilotes, entre le Tsunoda, Lawson et Adjar, je crois qu'Adjar, c'est celui qui a le plus haut plafond de performance. Et je crois qu'il l'a démontré. La AlphaTauri, à l'époque, lorsque c'était Tsunoda qui était dedans, et Lawson, lorsqu'il a fait ses résultats, Lawson a fait bien. Tsunoda a fait bien, mais il y avait plusieurs. Je suis sûr qu'il y avait plusieurs occasions où est-ce qu'il y avait une voiture de podium, s'ils étaient capables d'assembler et de mettre tous les bouts ensemble de leur course, ils l'ont pas fait. Adjar l'a fait à sa première saison, c'est tout ce que ça veut dire. Tu le connais bien, toi, Isaac Hadjar, hein? Tu as déjà en simulation contre lui, tout ça, tu sais que c'est un pilote qui est naturellement rapide, hein, aussi. Ah, c'est ça. Non, c'est vrai, j'avais déjà raconté ça, mais Adjar, on avait fait, je crois, deux courses en Super Formule sur iRacing, tout bonnement comme ça. Ça allait juste adonné qu'on était les deux dans la même session. Il m'a surqualifié de un demi-dixième. Ça m'a bien mis en rogne, mais ça m'a montré comment il était bien rapide. Puis, Oui, mais aujourd'hui, ça Ouais, passe mais mieux. là, Tu c'est ça. sais, là que tu le vois en Formule 1 bien faire, le demi-dixième, là, gars, t'as pas peur de ouais. nous le compter, là. Il n'y a pas Là, d'honte à ça. ça, là. Non, exact, exact. C'était littéralement en Super Formule dans le temps. Je faisais beaucoup de Super Formule sur iRacing. Et c'était à l'époque, ça fait déjà 2 ans. Fait qu'il était en F2, puis il était pas super bon en F2. Il était correct, Non, là. non, c'est ça, il y a un parcours quand même, je veux pas dire ordinaire, là, parce que, tu sais, je Oui, serais de pas. l'extérieur, ça a l'air. Oui, oui, oui. Oui, Ah oui, c'est non. ça. C'est un peu à la Piastri. Piastri, ça l'a explosé d'un coup, puis il a commencé à capturer tous les titres. Puis, Hadjar, ben, il est en train d'éclore en F1. Il est en train d'éclore cette Mhm. saison. Des fois, ça arrive comme ça. Mais la saison dernière, c'était une très, très bonne saison aussi. Tu sais, le cours de l'histoire, s'il n'y avait pas eu l'abandon à la dernière course, il aurait peut-être ou probablement été champion F2 aussi. Ça enlève rien à Bortoleto parce qu'on le voit, c'est deux talents exceptionnels. Mais c'est deux gars qui sont, je trouve que autant qu'on se demandait des fois si la Formule 2 c'était encore la bonne série pour préparer les pilotes de demain, ben là, forcé d'admettre qu'ils nous ont envoyé deux gars qui sont gradués puis qui sont prêts à faire face au métier. Là. On les voit là, des deux côtés, là, sont très, très, très bons, ces deux pilotes-là. Messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On a défoncé un Mhm. petit peu, on a débordé un peu, puis je suis sûr que les auditeurs sont bien contents qu'on le fait. En terminant, bien sûr, Gasly a signé jusqu'à 2028. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Simon, t'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus parce que tu m'as demandé de le mettre au dossier Gasly? Moi, ma Ben, perception, ça a été que Flavio était tanné d'essuyer les refus. Autant Sainz l'an dernier, Perez et Bottas, dernièrement, n'ont pas voulu venir. Ils se mhm. sont dit, tant qu'à magasiner ailleurs, euh, aussi bien solidifier mes acquis et signer Gasly parce que c'est dur de faire mieux que ce qu'il a fait depuis le début de la saison, là. Quand Flavio Briatore a gagné, là, il y avait des écuries à un pilote, un peu comme Red Bull Mhm. actuellement. Hein, c'était avec Fernando Alonso puis Michael Schumacher, puis le Ouais. deuxième pilote, personne, à part les maniaques, se rappelle c'était qui. Alors, Gasly ferait bien de miser sur Alpine, parce que si c'est lui qui va être bien placé pour gagner des courses, si jamais le châssis surprend l'année prochaine. Mais je me garderai quand même des options pour Gasly puis Lawson pour Cadillac dans 2, 3 ans. On ne sait jamais. Ouais, puis euh, c'est ça, on regarde des pilotes. Ben Tsunoda va tomber là aussi. Là. C'est peut-être ça que Flavio va ramasser la saison prochaine. Peut-être la place, On ça, on sait dit. jamais. Oh C'est boy. On ça? sait jamais. Oh boy! J'aime la Bah, règle. parce que Et... là, pauvre Tsunoda, il vient de passer une année d'enfer chez Red Bull, tu t'en vas chez Alpine comme Ouais. deuxième pilote, bonne Ah ouais. chance, tu n'auras pas de Mais, fun là, mais, là. mais moi, j'ai envie de dire que si on a juste le châssis à faire l'année prochaine, on a quand même un châssis. Gasly nous met en Oui. top 10 là, régulièrement. Donc, ce côté-là, on le maîtrise quand même chez Alpine. Puis de toute façon, entre ça puis pas être en F1. Mais on pense souvent que c'est Ouais. peut-être la fin de la carrière de Tsunoda, mais c'est peut-être l'étape, c'est peut-être là qu'il va tomber là, quand tu n'auras pas le choix. Puis il emmène des commanditaires, puis des choses comme ça, puis il se retrouve avec un moteur Mercedes. En tout cas, en temps et Possible. lieu, on va le savoir. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Les bons morceaux vont se mettre aux bonnes places. On pensait que ça serait déjà réglé à ce temps-ci de l'année, mais dans les prochaines semaines, ça va se régler. En terminant, je voudrais que tu rappelles aux gens ton livre, bien sûr, Villeneuve, Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque.
est disponible à bien des endroits au Québec, sur ton site Oui, Internet aussi. Mais moi, je recommande aux effectivement. gens, là, puis je sais qu'on se connaît, puis tout ça, fait que les gens vont dire, ben, c'est sûr qu'il dit que le livre est bon. Mais personnellement, je le dirais pas, il est très, très bon. Je suis chanceux, là. Kevin a fait un très, très bon livre, il est au podcast, c'est pas pour rien. Puis toi aussi, ton livre, il est très, très, très bon. Donc, les Ben, gens qui veulent se le merci. procurer, c'est où? www.ertaa.com. On peut l'acheter en ligne. Sinon, il est en vente dans les librairies sur la rue, j'oublie le nom, Rosemère, là, au centre Rosemère, à la place Rosemère. Oui. Carcajou? Euh, Pardon? Carcajou, hein, je pense que c'est ça. Carcajou, voilà, Oui. merci. Donc, Carcajou, place Rosemère et à Laval, librairie Martin à Joliette et à Laval, et aussi librairie Lulu à Terrebonne. Content que tu n'as pas oublié la librairie Martin, que le nom, ça, tu l'as pas oublié, ce nom-là. Oublie pas, voyons. De ton côté, François, la saison est démarrée. Hein, de ton côté de la Team FSR, tu nous l'as dit, tu es maintenant dans la division élite. Les gens qui veulent écouter des courses de nos amis de la Team FSR et voir tes exploits, pas évident, je sais que c'est une grosse division, la division élite, Mhm. mais on peut te voir sur la plateforme qu'ils utilisent sur YouTube, là. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de diffuseurs pour la GTR-LQ. Hein. C'est pas OK? juste un diffuseur. Donc, je vous invite à aller sur la page de GTR-LQ. Vous allez voir chaque division a son propre diffuseur. Il y en a qui en font deux, là. Mais nous, c'est Gnemish TV, un Français là, qui est très bon, là, qui fait notre diffusion. Et puis, on commence jeudi la semaine prochaine, donc le 18. Le salon ouvre, nous, à 7h30. Donc, le live commence vers 7h40, 45. Mais les qualifs commencent à 20h. C'est un championnat qui va être extraordinaire. On a le pilote le plus rapide au Canada qui s'est rendu aux mondiaux, Samuel Cardinal qui est dans la division maintenant. Donc, il y a beaucoup de talents qui sont arrivés. Ça va être très difficile. Il va falloir que je pratique beaucoup plus que je l'ai fait là, l'année dernière là, si je veux pouvoir rester dans cette division-là. Puis sinon, ben, je suis aussi en pourparlers là, pour faire commenter une course d'endurance qui s'en vient au mois d'octobre là, avec Jasmin, mon producteur, quand je fais des courses de F1 là, sur GTCQ TV. Donc, pas mal de choses qui s'en viennent là, de mon côté. Je vous tiendrai au courant, mais j'ai bien hâte de commencer la saison et de faire des performances et de porter fièrement le logo du F1 Podcast sur ma voiture. Ah ben oui, on aime tellement ça, voir ça. C'est bien positionné, nos amis de la FSR. Ouais, On prend pour toute l'équipe au complet, mais on a un petit on a une parti bonne pris pour, équipe, là. on a un petit parti pris pour François Goulet puis Pascal Loyer-Durand. C'est deux collaborateurs Tout ici. à fait. Et de l'autre côté, François, nous, on se retrouve vendredi de la semaine prochaine pour Mhm. Azerbaïdjan. Jean-Christophe Trahan, ta plateforme, bien sûr, Facebook, Instagram, les gens qui veulent te voir, crinière au vent dans une Ferrari, eh bien, c'est tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, JC Trahan Racing, est-ce que je me trompe? C'est ça, hein? Oh, exactement, JC30 Racing sur Facebook et JC3012 sur Instagram, avec évidemment mon site web jc30.racing. Un gros merci les boys, c'est toujours un plaisir d'avoir ce petit moment-là relax dans la semaine où on n'a pas de Grand Prix, on n'a pas de qualification, puis on peut décortiquer les sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Ça a été encore une fois, vous avez été à la hauteur comme toujours et je ne suis pas surpris. C'est pour ça que vous faites partie de l'équipe. Vous apportez chacun à votre manière une petite épice à cette sauce F1 podcast. Merci à nos commanditaires et merci à vous et je vous souhaite une excellente semaine en attendant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 12 septembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.